L'œuvre commence en parlant du passé dans un vaste champ avec les agneaux. Quand, soudain, le ciel commence à se fissurer, la pauvre bergère a déjà les yeux grands ouverts. Fille et un autre œil gigantesque apparaissent en la fixant. C'est ce jour-là que l'invasion du roi démon a commencé. Et d'innombrables créatures sont apparues. Devine qui arrive avec les rois démons. Mon Dieu! Ah non! D'accord. Je pensais que c'était les éveillés, mais cette fois, ce sont les chevaliers divins qui servent Dieu. Et ici, c'est très croyant. Ils font un vœu à Dieu et, à travers ce serment, gagnent des pouvoirs surnaturels. Et repoussent les monstres hors de la terre. Cependant, le miasme démoniaque, qui est une substance du royaume des démons, est resté en forte concentration dans plusieurs zones. La plupart des endroits où il existait ont été corrompus et sont morts. Dans une ville abandonnée, on peut voir une plante gigantesque se nourrir d'un corps tombé là. Fils, dégage. Waouh, c'est une femme à l'envers. Et l'histoire dit que ceux qui ont survécu sont devenus des démons, vraiment. Ah, mais quelqu'un passe en donnant une petite coupure. Le reste de la plante tombe au sol comme un déchet. Le vice-commandant des chevaliers divins, Kérandi, dit qu'ils sont arrivés trop tard. Oh, même le nom de l'arme de cyan verte. Et si quelqu'un appelle le vice-commandant et dit que la lune rouge est apparue? Eh ben, mec. La dernière fois que j'ai vu une lune rouge dans l'histoire, ça ne s'est pas bien terminé. Ils entendent soudain un bruit, et le gars dit que ça vient du bâtiment devant. Il devait être prudent quand cette lune est dans le ciel. N'importe quoi peut arriver. Kérandi s'approche du terrain et, à l'intérieur, il voit un humain, fils, un petit garçon à grosse tête avec les yeux très écartés. Apparemment, c'est notre protégé. Puisque nous avançons de 15 ans après qu'il ait été trouvé. Et dans la cafétéria de l'orphelinat, quelqu'un a dit que c'est grâce aux chevaliers divins qu'ils peuvent manger. Ils devraient être reconnaissants. Cependant, quelqu'un a appelé le gars devant. C'est Lika qui veut savoir pourquoi sa portion est si petite comme ça. Le gars ne semble pas content d'entendre ça, et il se retourne pour dire que ce n'est rien d'important. Il observe tout le monde dans la cafétéria en se rappelant que son village a été attaqué par les démons quand il était plus jeune. Il a été le seul survivant. Et il a été amené ici pour être élevé par les chevaliers. Tout le monde trouve bizarre qu'un bébé seul ait survécu. En plus, ils disent que cette marque de naissance sur son visage est la preuve qu'il est un enfant des monstres. En d'autres termes, un gamin? À ce moment-là, quelqu'un jette un tas de vieux poissons et de nourriture dans son bol, disant que ce qu'il y a là ne doit pas suffire. Pour cette créature, tout le monde à cet endroit soupçonnait qu'il n'était pas humain, et comme tous ceux qui étaient là avaient aussi perdu leur famille à cause des démons, évidemment il n'était pas aimé pour ça. Le gars qui a jeté la nourriture appelle un enfant à côté. En pleurs, et Lika sait que ce gamin est arrivé hier. Le grand costaud s'accroupit et dit que le père de cet enfant a été mangé par le monstre qui se déguisait en humain. Exactement de la même race que Lika, et il veut qu'il présente des excuses. Eh bien, le héros est là, un peu confus, sans comprendre, mais l'enfant du diable lui dit déjà de rendre sa mère. Qu'il est un monstre ridicule, et là le gars lui écrase la tête contre le sol. Disant que s'ils lui ont demandé de s'excuser, il ferait mieux d'obéir. Avec ça, pauvre gamin, il s'excuse, hein? Que faire, ce gars aux cheveux blancs? Je pensais qu'il allait dégager une aura bien divine, mais apparemment, il va devoir encore s'améliorer en se relevant du sol. Il a dit que sa routine est la même depuis plus d'une décennie. En gros, tu ne peux pas quitter cet endroit avant de devenir adulte. En plus, quand tu as 15 ans, tu peux être envoyé par les prêtres pour devenir un chevalier divin. En gros, hein? Tu dois passer les épreuves. Et, dans 5 jours à peine, ça allait arriver. Il n'en pouvait plus. Il est dans cet orphelinat maudit et n'attend qu'une chose, en sortir. Ce serait tellement mieux s'il pouvait vraiment devenir un chevalier divin comme ça. Alors, il avance vers une statue, et quelqu'un dit que la cérémonie allait commencer. Ceux qui avaient 15 ans et le désir de devenir chevalier n'avaient qu'à faire un pas en avant et prêter serment. Le gars à la tête rasée, à côté de Lika, dit déjà que le monstre, comme lui, ne deviendra jamais un chevalier divin. Et là, le prêtre demande qu'il fasse, encore une fois, un par un autre pas en avant et prête serment devant ce calice. Ceux dont le liquide devient bleu ne pourront pas être chevaliers. Et ceux dont il devient doré sont ceux qui pourront le boire. Puis ils reçurent le serment et le pouvoir pour que le vœu fonctionne. Ils devaient offrir ce qu'ils avaient de plus précieux à ce dieu. De plus, cette cérémonie ne peut être faite qu'une seule fois dans la vie. Donc il vaut mieux qu'ils soient prudents avec ce qu'ils vont offrir. Le gars à la tête rasée est le premier, et il jure qu'il ne fuira plus jamais aucun monstre. Sa petite sœur a été dévorée par une créature qui se tenait devant lui. Et maintenant il jure que peu importe leur danger, il tuera chacun d'eux. Le calice commence à briller dans toute la salle. Et soudain le liquide devient doré. Le gars dit qu'un noble est vraiment apparu, et qu'il ne pourrait plus jamais fuir les créatures. Il saisit la coupe, le prêtre donne la bénédiction, et la salle s'illumine immédiatement. Le gars sent un pouvoir étrange couler dans son corps. Tout le monde est impressionné, mec. Le deuxième avance en disant qu'il jure de devenir un vagabond.
sans famille quand il quittera cet endroit. Parce que la famille était la chose la plus importante pour lui, apparemment. Ça a marché aussi. Un autre s'avance. Prête serment et ça marche aussi. La fille s'avance. Il fait le serment et ça marche. Leka était aussi sûr qu'il réussirait. Mais clairement, non, quand ça marche pour tout le monde. Ça doit forcément foirer pour toi, malheureusement. Protina, le gars lui demande de faire un pas en avant. Il avance anxieusement et, là. Il dit qu'il jure de devenir un chevalier pour protéger les gens. Pourtant, il s'arrête là, un peu perdu, ne sachant pas quoi dire, car il ne pouvait penser à rien qu'il puisse offrir. Il veut juste quitter cet endroit et être heureux. Mais il n'avait absolument rien à offrir. Le défier mentalement à oublier qu'on peut réfléchir. Avant de faire un pas en avant, hein? Un génie. Mais il est là, en train de se crier à lui-même. Qu'il doit y avoir quelque chose d'important en lui qu'il puisse offrir. Soudain, une étrange énergie apparaît dans son corps. Et il devient un peu confus à ce moment-là. Le liquide dans le calice sur la scène commence à se transformer en une sorte de glu violette. Bizarre. Le prêtre, immédiatement, dit qu'il n'a jamais vu une couleur aussi effrayante et annonce que la cérémonie est terminée. Tout le monde doit partir. Leka va dire quelque chose. Mais en demandant d'attendre, quand soudain, un bras fou est tranché net. Et s'envole, mon Dieu. Les gars derrière disent que, comme tout le monde s'y attendait, il était vraiment un monstre au final. Quoi? Les gars qui se sont réveillés sont déjà armés de lances. Allez, mon gars, je veux aussi me réveiller. Ils préviennent qu'ils vont le tuer maintenant, disant que ce maudit déguisé en humain ne sortira pas vivant aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le prêtre leur ordonne de rester immobile. Car ce pouvoir ne peut pas être utilisé contre des humains. Au même instant, le plafond commence à se fissurer et un coup de poing monstrueux vient d'en haut, vaporisant le type. Quand il regarde le plafond, mon Dieu, il y avait un démon avec un truc sur le front. Fixant tout le monde, les gens crient désespérément. Et apparemment, ce n'est pas prévu dans le scénario, car le prêtre est aussi effrayé. La créature lance l'attaque classique d'un titan, attrape par le pied et jette en une bouchée. Le prêtre ordonne à tout le monde d'évacuer et appelle les chevaliers divins. Pourtant, à ce moment-là, il veut se faire attraper pendant que la bête court vers lui. Le Likatala, à moitié corps manquant, a l'air un peu effrayé, tranquille. Pour quelqu'un qui a perdu un bras, il s'en sort plutôt bien, non? Cool. Ce qui l'effraie le plus, c'est ce démon devant lui. Et le chauve lui dit de sortir du chemin, qu'il va s'enfuir. Pourtant, étrangement, il commence à fixer la bête et reste immobile. À ce moment-là, il se rappelle qu'au moment du serment, il avait promis de ne plus jamais fuir les créatures. La créature arrive par derrière, tandis qu'il pleure de désespoir, et il est aussi tué. Un autre qui va être dévoré, tandis que les enfants restent motivés. Ils activent leur aura, disant qu'ils devront défendre cet endroit. Mec, ils foncent dessus, tous comme des personnages de Dragon Ball Z. Pendant que Likata observe. Et est sûr qu'à ce rythme, il va aussi être dévoré. Mais que pourrait-il faire contre une créature pareille? Il n'a même pas reçu de pouvoir à ce moment-là. La monstruosité, que je viens de remarquer, semble avoir des seins en forme de pouce. Mec, elle le regarde avec sa grande langue et lance une attaque dont la bouche est pleine de langue. Likata fait face à ça et se demande s'il va vraiment mourir. Dans un endroit aussi absurde, pourtant. C'est alors qu'il se rappelle du calice derrière lui, qui en théorie a changé de couleur. Ça devrait lui donner un pouvoir. L'attaque arrivait et il décide que peu importe. À ce moment-là, il valait mieux prendre ce truc dégoûtant que de mourir là. Au moment où il boit le liquide, il fait un malaise. Il se frappe la tête et la langue s'enroule autour de son corps. Et mec, je pensais qu'il allait devenir fou, mais le gamin s'est fait piétiner. Ah, mais ça ne va pas rester sans conséquence. Une explosion se produit sous la langue qui est brûlée. Et le gamin s'est réveillé super triste. Ça a complètement changé. Cheveux longs noirs. Maintenant, où est mon petit kilo? Il regarde sa main sans comprendre ce qui s'est passé, se demandant si c'est bien lui. À ce moment-là, il ressentait une étrange sensation. Son corps était froid. Une étrange énergie coulait dans ses veines, et son monstre le fixait. Il a lancé une attaque, mais il a réussi à esquiver et s'est retrouvé face à face. Il a foncé en courant sur le bras, est arrivé au poignet, l'a saisi et fixé. Il a lancé en direction de la langue et a activé une magie d'explosion, créant un cercle, plus que quelques éclairs violets qui en sortent. C'est quoi ça, mec? Le garçon a déjà évolué. Le Super Saiyan 16 vole là-bas, en train de fixer. Formant une aura, il est allé au sol et s'est détransformé. Il est là, épuisé par le pouvoir qu'il a utilisé, tandis que le gars derrière pense que c'est impossible. Ils doivent se moquer de lui, mollasse. Mais il remarque que son bras, qui avait été déchiré et mangé, est redevenu normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le mot purification résonne dans la salle. Une épée gigantesque, de la taille d'un immeuble apparaît, tombant en plein milieu de la poitrine de la bête. Quelqu'un marche sur l'épée et dit qu'il ne peut pas laisser ce corps-là. Sinon mon asthme va se répandre dans toute la ville. La personne s'excuse d'être en retard. Veut savoir si c'est le garçon qui a vaincu le monstre. Leka reconnaît tout de suite celui-ci comme l'un des chevaliers divins. Apparemment, il est arrivé en détruisant tout, car maintenant le ciel est bleu.
Et il dit que le garçon est vraiment impressionnant. Tu es quelque chose d'éveillé comme ça n'est pas courant. Celui-là, c'est le commandant des chevaliers divins, Arthur, mais mec. Cet Arthur-là a une taille bien fine et des hanches larges, hein? Est-ce que Leka est un dur à cuire? Mais il est impressionné par la grosse épée qu'il a. Il n'avait jamais vu quelque chose comme ça de sa vie. À ce moment-là, quelqu'un appelle le commandant Arthur et lui ordonne d'arrêter de les laisser derrière. Le capitaine aux larges hanches dit que tout le monde est trop lent. Le gars, cependant, est impressionné que ce soit le commandant devant lui. Il savait que, si cette personne le reconnaissait, il pourrait quitter l'orphelinat. Ah non, avec cette petite boucle d'oreille en regardant de côté. Il est vraiment mignon. Il n'est pas possible que l'artiste fasse ça. Soudain, Lika court vers elle, appelle la cavalière divine. Et dit que faire partie d'eux a toujours été son rêve. Il les admire depuis toujours et demande à en faire partie. Cependant, le gamin en couche est là à côté en disant « S'il vous plaît, tuez ce monstre ». Arthur lui dit de faire très attention à ce qu'il dit. À propos des amis, mais le type dit que ce gamin est le seul survivant de ce village. De plus, il l'a vu se transformer sans aucun serment et utiliser un pouvoir étrange. Il est impossible qu'il soit humain. Monica va s'expliquer. Mais mec, c'est fou. Vas-y, donne-lui une claque au visage de l'idiot qui est parti en tournant. Et la furieuse dit encore qu'il vient d'être sauvé par le gamin. Pourtant, elle dit ça, c'était vraiment un ingrat. L'idiot était tout rouge en suppliant pardon. Pendant que le héros est un peu surpris, mais maintenant. Elle se tourne vers notre garçon et veut savoir ce que c'est. Que cette histoire qui n'a fait aucun serment. Lika a dit que, juste au moment où il allait prononcer ces mots, le démon est apparu. Mais il a obtenu le pouvoir pour se battre et a bu le contenu du calice sacré, qui avait aussi changé. Donc, il a le pouvoir. Cependant, elle répond que sans serment, il est impossible d'obtenir le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui lui a été pris? Ou pourquoi le pouvoir s'est-il éveillé? Lika s'embrouille dans ses mots jusqu'à ce qu'elle dise qu'il a attiré son intérêt. Elle veut voir si le pouvoir qu'il possède, il ne comprend pas trop. Mais elle lui ordonne juste d'activer, de salir ce qu'il a. Parce qu'elle veut voir de ses propres yeux. Le problème, c'est qu'il n'a aucune idée de comment activer ce pouvoir. En quelque sorte, il est parti seul au moment où il a bu le calice. Arthur croise les bras et dit que ça peut se régler rapidement. Il attrape le garçon par le sous-calife et le monte en haut. Équipe Rocket, le hors-la-loi de la stratosphère là-bas en bas. Elle crie qu'il doit juste activer son pouvoir maintenant, sinon il va tomber et mourir. Pendant que l'ami dit qu'elle est un démon, il active, en disant quelque chose de merveilleux. C'est quoi le délire avec cette femme, les gars? Il traverse les nuages, disant que si ça ne s'active pas, il est foutu. Pire encore, au milieu des cieux. Ce qui semblait être un démon le fixe, et il reste un peu perplexe. En bas, Arthur dit calmement qu'il avait oublié que c'était le territoire des oiseaux. Mangeur de ciel. Le gars dit que ce n'est pas le moment pour elle de se calmer. Surtout que le gamin va sûrement se faire manger. Cependant, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, la bête lui a déjà mordu, et les deux restent là, réalisant qu'ils ont fait une grosse erreur. Sur le moment, le type commence à voler en disant qu'il doit aider Ellie. Mec, dans cette œuvre, les gars sont vraiment très Dragon Ball Z. Elle a dit que c'était inattendu, mais peut-être que c'était la chance parfaite pour réveiller le pouvoir du garçon. L'amie répond qu'elle était vraiment une démone. Exactement. Pendant ce temps, dans les cieux, Lika est dans le ventre d'Alif. Réalisant qu'il est en train d'être corrodé. Autour de lui, il n'y avait que les restes des victimes. Il sait que dans quelques heures à peine, il va mourir. Et c'était encore facile, mec. Parce qu'il y a une bête qui arrive par derrière pour lui donner une grosse morsure. Il va mourir à la seconde suivante, c'est sûr. Cependant, il se souvient de ce type aux cheveux rasés qui lui a dit de crever. Ça ne fait que le rendre encore plus furieux, pensant qu'il est là à cause de ce maudit gamin de l'orphelinat qui a vraiment dit quelque chose. À elle. Ses enfants et les chevaliers divins étaient les pires. Pourtant, il n'était pas question qu'il accepte de mourir dans un endroit pareil. Soudainement, il se transforme encore une fois. Tandis que le ventre de la bête l'attaque de tous les côtés. En bas, le type aux cheveux bleus. Là-bas en bas, les cheveux bleus. Il lui demande pourquoi elle est si négligente. Elle, cependant, dit qu'elle veut savoir si le pouvoir de vaincre un démon non classé seul sera un avantage pour eux. Soudain, dans le ciel, le ventre de la bête commence à enfler. Un X apparaît sur sa poitrine, pousse, émerge en le griffant. Au début, au sommet du ventre, et commence à voler. Au moment où il va tomber au sol, il tend la main et crée un impact d'air, atténuant ainsi la chute. Le commandant aux cheveux bleus vient aider, demandant s'il va bien. Et il commente qu'il semble plutôt intact. Arthur, cependant, en arrière-plan.
dit que c'est étrange qu'il ait tué cette créature. Il devrait être au niveau d'un vice-commandant, mec. Et dit qu'il y a 15 ans, un bébé a été trouvé dans une maison abandonnée. Et apparemment, il a beaucoup grandi, n'est-ce pas, Kéran? Ah, c'est vrai, c'est lui qui a sauvé le petit plat au début. Les gars, ah, c'est trop cool. Je n'ai jamais vu ça arriver, hein? Sauvé et retrouvé après 15 ans. Lui, cependant, dit qu'il ne sait rien à ce sujet. De plus, pour ce gamin, il aurait peut-être mieux valu mourir à cette époque. À ce moment-là, cependant, Arthur appelle l'idiot à côté et lui dit qu'elle va emmener cet enfant. Parce qu'ils doivent garder ce pouvoir étrange sous leur surveillance. En plus, elle a dit qu'elle allait donner un indice. Dans la situation où il se trouve actuellement, il n'y a pas de place pour se soucier de l'identité d'une personne. Les humains avaient besoin de toute l'aide possible. Car ils avaient très peu de temps restant. La scène change pour les calèches. Soudain, le selfie devient un truc un peu grec. Et notre petit héros dort là. J'imagine que c'était un bon petit nidouillet. Quoi, garçon à grosse tête sur la cuisse. Il prend la pire décision et se jette sur le côté, fuyant la femme par peur. C'est vrai que cette femme l'a envoyé au ciel, il vaut mieux fuir. Il demande où il se trouve et réalise qu'il est dans une sorte de carrosse volant. Arthur explique qu'ils n'ont pas de temps à perdre et qu'ils ont dû partir. Avant qu'il ne se réveille, c'est dommage. Qu'il n'ait pas pu dire au revoir à personne à cet endroit, hein? Il rit en disant que c'est drôle qu'elle dise ça, mais à ce moment-là, il commence à comprendre. Et il demande si elle fait partie de l'ordre des chevaliers. Elle répond que oui. À partir d'aujourd'hui, il est sous la protection des chevaliers. Il est un peu perdu, non? C'est quoi cette histoire d'être sous protection? Elle explique que l'existence du garçon est une anomalie même pour eux. Ils ne savent pas encore s'il est une personne digne de confiance. Cela sera déterminé par ses actions, il dit qu'il a compris. Mais il veut savoir ce qui est arrivé à l'orphelinat. Ils expliquent que les parties importantes du bâtiment étaient détruites. Il a donc été décidé que l'orphelinat serait officiellement fermé. Tous les enfants et le personnel seront répartis et envoyés dans d'autres orphelinats. Arthur ajoute que le plus triste est que la plupart des enfants étaient sur le point de faire leur serment. Elle veut savoir s'il y a quelqu'un qui tient à lui, qui lui manque. Cependant, il ne se souvient que de l'humiliation qu'ils ont subie et dit qu'il n'y avait absolument personne. Pourtant, le plus important est qu'il veut savoir, non? Où ils vont, elle explique qu'il se rend au quartier général. Dans la capitale sacrée de la ville d'Ala, un lieu où se trouvent de nombreux chevaliers. D'autres cadets comme lui. Il se préparait à défendre cet endroit. Car la grande calamité de l'âge mythique peut survenir à tout moment. Il ne comprend pas de quoi elle parle, et elle lui dit simplement de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Dehors, on peut voir le ciel commencer à se fissurer. Et l'histoire raconte cette rupture. Qui est apparue dans son ciel, il est tombé. D'innombrables monstres et créatures d'un autre monde, menés par le roi démon et le roi d'un autre monde. Ils ont cherché à devenir des dieux de ce monde, le roi démon et ses démons célestes. Ont réussi à conquérir et détruire une partie de cet endroit, le corrompant avec de l'essence démoniaque. Mais, en fin de compte, l'ordre des guerriers divins a réussi à les expulser de cet endroit. Les démons ont été encerclés et scellés aux confins du continent. C'est la raison pour laquelle ils ont un lieu habitable. Pour les humains, le problème est que la population continue de diminuer. Et évidemment, il devient de plus en plus difficile de défendre. Elle n'est pas sûre pourquoi ces brèches sont réapparues. La seule chose qu'ils savent, c'est que quelque chose de plus grand encore qu'avant est sur le point de se produire, et les seuls qui peuvent agir contre cela sont eux, de l'ordre des chevaliers. Il est là, un peu perdu, quand elle arrive. Posant sa main je ne sais où, mec, collant sur son visage et disant qu'elle place beaucoup d'espoir dans ce pouvoir qu'il a. Le petit est tout rouge, et j'ai reconnu le potentiel de cette sacrée fille. Rien qu'à la largeur que le dessinateur lui a donnée, mec. Le petit est là, hein? Et Arthur, c'est quoi ce délire, ma fille? Alors qu'elle s'approche de plus en plus, disant qu'elle a vu une étrange lumière dans son œil. Quand il était transformé. Cette explosion qu'il a créée en tournant avec son épée. Et la régénération de son bras qu'il disait avoir été coupé. Elle a découvert un pouvoir qui la rend très intéressée. Elle ne sait pas ce qu'il a offert dans son serment, mais elle veut qu'il l'utilise avec eux dans ce combat. Mec, il a léché la sueur qui coulait de son menton. Mon Dieu. Cette fille est folle. Et le petit a dit que ça allait, hein? Il aide. Que faire d'autre, pour l'amour du ciel? Mais elle lui a déjà donné un petit coup de pied aussi, disant que c'est son affaire. Elle a un travail pour lui maintenant. Je pensais qu'il allait tomber comme un idiot. Mais regarde le garçon, fils qui s'accroche au tronc et a réussi à retomber sur ses pieds. Tranquille. À ce moment-là, il remarque que son corps n'a pas été blessé. Et étrangement, il semblait beaucoup plus fort. De là-haut, elle crie, disant que ceux qui forment le pacte gagnent deux types de pouvoirs. Il y a des vérités spéciales, comme l'épée, et des capacités physiques, qui surpassent drastiquement celles d'un humain, et maintenant il doit savoir que l'ordre des chevaliers n'est pas seulement là à tuer des créatures, ils doivent aussi nettoyer les déchets. Et c'est son premier travail. Quand il aura fini, il pourra aller en ville. Et il vaut mieux faire attention à ne pas prendre la mauvaise direction. Le gamin est complètement perdu.
se demandant ce que c'est que cette histoire de nettoyer les déchets, quand il entend des pas à côté. Et quelqu'un dit que c'était juste à temps dans cet ordre. L'un d'eux demande si l'ordre des chevaliers et la charrette sont déjà partis. La barbichette devant veut savoir qui est ce gamin. Ils ont entendu un grand bruit et veulent savoir si c'était lui. Le seul problème est qu'il n'a aucune idée de qui sont ces types, ni pourquoi ils sont là, abandonnés au milieu de la forêt. Le gars, cependant, demande s'il est un enfant abandonné ou quelqu'un qui a perdu ses parents à cause des monstres. Une autre voix, cependant, répond juste que peu importe. Ils vont capturer et vendre. Ils veulent juste gagner de l'argent, peu importe. À ce moment-là, Lika réalise que ces gars étaient des bandits et que peut-être que ce nettoyage impliquait de se débarrasser d'eux. En regardant sur le côté, il voit que le type porte 3 petits-enfants là. Et le gars lui dit de venir vite avant qu'il ne se blesse. Même si, une fois qu'il sera vendu, il ne peut rien garantir. Le seul à voir le gamin se souvient qu'il a vécu une situation similaire, mon gros. Alors il dit à l'enfant de rester tranquille et de venir vite. Tandis que le gamin, de son côté, lui dit déjà de lâcher les enfants. Sinon, il va se faire déchirer. Mec, le garçon est déjà en train de former cette Lorina bien lunaire, disant que le premier travail que la commandante lui a donné est de se débarrasser d'eux. Le gars dit alors qu'il s'en fiche de qui est ce gamin. Il est sur leur territoire, alors qu'ils aillent se faire foutre. Ils vont finir par avoir ce gamin maintenant. Tout le monde se jette dessus. Des éclats de lumière partout, et quand ils s'en rendent compte, le gamin a disparu. En une fraction de seconde, d'un endroit à l'autre, il est allé vers les enfants pour leur donner un petit boost d'aura. Et, mec, tout le monde commence à trembler. Les garçons sont un peu perdus. Un gros costaud lance une flèche. Putain, mec, quel gâchis de muscles. En une seconde, pourtant, le héros devient une ombre. Et il se demande où il est passé. Il regarde sur le côté. Il est là. Maintenant il ressemble exactement à la lune pour le gamin. Regarde ça. C'est contre toi, un non? Encore une flèche inefficace. Arrive le petit héros, encore moins efficace. Il balance une flamme grande chasse. Mon Dieu. Il crée un mur de flammes devant tout le monde, et au milieu des flammes, il marche avec ses longs cheveux. Honnêtement, je pense que ça aurait été plus cool s'il avait les cheveux blancs. Ça aurait été mieux. Mais il fait cette petite tête. Et, mec, avant que les gars puissent répondre, il est passé en tranchant un corps sur tout le monde, un vrai Photoshop humain. C'est quoi ça, ma fille? Le combat a duré une case. Tout le monde est déjà à terre en train de brûler. Monica, cependant, sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. À ce moment-là, quelqu'un lui dit de ne pas bouger. Et en regardant derrière, le type a un couteau sur le cou d'un des enfants, disant que s'il fait un pas en avant, celui-ci sera tué. Le héros regarde d'un air un peu désintéressé. Réalisant qu'il ne reste vraiment qu'un seul, il reste silencieux un instant. Et du sang commence à couler du visage du gamin. Le héros désactive alors son épée et dit qu'il a compris. Il fait tout un cinéma et lui dit qu'il ne s'approchera pas. Alors il suffit de laisser ses enfants partir. Le type, cependant, répond que jamais de la vie. Ces gamins étaient une marchandise très prisée. De plus, c'était quoi ce salaud? Ces gamins avaient déjà perdu leur famille à cause des démons. Il valait mieux qu'ils soient achetés par quelqu'un plutôt que de devenir de la nourriture pour monstres. Même si c'était un vieux pervers, au moins ses enfants seraient en sécurité. À ce moment-là, quelque chose passe à côté. Et son bras est coupé par une flamme. Et le petit héros qui fait tout un cinéma a été très intelligent, hein? Il a coupé direct le bras qui tenait le couteau, et il dit encore au gars que, ah, je t'avais dit de ne pas t'approcher, putain, sérieux. Ce n'était pas seulement le bras, la tête a aussi pris. C'est vrai, hein? Mieux vaut tuer tout de suite que de juste couper un bras au couteau. Je n'avais pas pensé à ça sous cet angle. Le protagoniste est impressionné. Il a pensé un instant à étendre cette étrange flamme sur le sol. Et c'était possible. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi puissant. Alors il demande si le gamin va bien, parce qu'il tremble de partout. Et il sait que c'est un peu normal. Il est effrayé. Le gamin, cependant, prend son courage à deux mains et lui fait un câlin à la jambe. Notre gars lui caresse la tête et dit que c'était effrayant pendant une seconde. Ce gamin est effrayé par l'approche d'Arthur. Il génère 10 000 laits par seconde et, là-dessus, il se désactive. Épuisé, il tombe par terre au milieu des enfants. Pendant ce temps, arrivant au château, il y a le gros gars en colère, voulant savoir ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les petits-enfants qui apportent de la monnaie. Qu'est-ce que tu attendais d'autre? Le gamin dit que c'est lui qui a pris la direction. Celui qui ne s'approche pas, c'est ce que ce salaud a fait. Un truc comme ça, il le jette sur son épaule. Il dit que c'est honteux de causer des problèmes aux personnes qu'il aurait dû sauver. Étrangement, le même est en train de baver là, dormant bien confortablement. Pendant que le type dit que c'est un déshonneur, mais maintenant il veut savoir ce qu'ils vont faire. De là-haut, un groupe les regarde. Mec, bienvenue à Fran. Une autre amie arrive, disant que son visage endormi est adorable. Le fameux Kenneth dit que son cœur est trop tendre pour lui. Ce gamin reçoit un X, le bombardier appelé Grift. Il dit que c'est honteux d'être aussi épuisé juste pour un travail simple de nettoyage. Pendant que Jacques dit qu'il est déçu de tout ce qu'on a dit sur le gamin. En arrière-plan, Arthur,
magnifique, s'assoit sur le trône. Il dit qu'ils évaluent le gamin qui vient de se réveiller. Mec, ils sont trop cruels avec lui. Ils vont continuer à observer, c'est décidé. Mais évidemment, ils s'attendent à ce qu'il évolue bien plus que ça. La prochaine fois, tu ne changes pas de partie du château. Des fruits sur la table et un banquet, servis pour notre garçon qui bave tout brillant. Ne croyant pas que tout cela est vraiment pour lui, il commence à tout manger, un peu plus encore. Quand quelqu'un lui offre même un petit verre, oh là là. Il y a même des petites bonnes femmes sévères, mec. Il s'excuse de causer du travail. Et elle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, il peut prendre tout le temps qu'il veut et manger autant qu'il veut. Monica remarque que, dans cet endroit différent de l'orphelinat, il pouvait manger en paix. Sans que personne ne le dérange vraiment. Ça valait vraiment le coup de rejoindre l'ordre des chevaliers. Cependant, à ce moment-là, quelqu'un l'appelle. De loin, un gamin demande s'il est Lika. Le garçon argenté se retourne un peu gêné et dit oui. Et si le gars vient vers lui? Il le fixe, le laissant. Un peu confus. Il se retourne en disant qu'il a vraiment la tête d'un idiot et lui ordonne de le suivre. Disant qu'ils vont maintenant découvrir s'il est un idiot utile. Ou un idiot inutile. Oh Lika, c'est tout confus. Pourquoi ce type est-il apparu de nulle part en disant des trucs comme ça? Le gars, cependant, se présente comme Kenneth. C'est lui, n'est-ce pas, le second du commandement. Le garçon argenté est un peu effrayé, mais le mec lui ordonne juste de se taire et de venir vite. Et là, il demande à la fille à côté, jusqu'à quand va-t-elle rester habillée comme ça? Maintenant ça a du sens pourquoi il y avait autant de filles sévères, hein? En fait, c'est Fran en tenue de bonne. Apparemment, c'est la fille cosplayeuse. La scène change cependant pour une autre partie, dans une forêt. Où il marche avec les deux, il est tout effrayé. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, ils ont même beaucoup de choses à faire. Cependant, l'objectif final est que tout le monde revienne en sécurité. Sans aucune blessure. Il dit qu'il a compris. Pendant que celui qui n'arrive pas à croire que c'est la même personne qu'avant. Vraiment, cette fille était importante. Kenneth dit qu'ils arrivent, et elle explique qu'elle va raconter l'histoire encore une fois. Il semble qu'à l'extérieur de la capitale royale aujourd'hui, quelques monstres ont été aperçus. Pour éviter tout type de dommages, l'armée a décidé d'agir rapidement et ils ont déjà été envoyés. Même sans avoir beaucoup de certitude. Il est évident qu'ils sont principalement là pour savoir de quoi Link est capable, d'autant plus qu'il rejoint maintenant l'ordre. Ils doivent tester sa puissance. C'est parce que la commandante suprême débattait de ce qu'il fallait faire exactement avec le garçon, donc il peut interpréter cela comme une sorte d'évaluation. Lika n'est pas très enthousiaste à ce sujet. Car cela signifie qu'il peut vraiment encore perdre cette position parmi les chevaliers. Cependant, son insécurité disparaît immédiatement. Quand la grande dame vient lui caresser la tête, disant qu'elle a beaucoup d'attentes à son égard. Elle a entendu dire par la commandante qu'il a de bonnes compétences. Sur le coup, son expression change et il sourit, disant qu'il peut compter sur elle. Ce sera facile. Il veut vite savoir qui sont les ennemis. Quels sont les monstres qu'il va éliminer. Kenneth répond qu'il est assez confiant. Pour quelqu'un qui a sauvé des enfants et a dû être porté par eux. Et il ferait bien de se rappeler que, s'il décide qu'il est inutile, il sera effectivement expulsé de l'ordre des chevaliers, et à en juger par la tête d'idiot qu'il a. C'est ce qui est le plus probable. Lika dit à ce maudit de cesser de l'embêter, voulant savoir pourquoi il fait le dur. De plus, ils ne doivent probablement pas être très différents en âge. Alors pourquoi pense-t-il être supérieur? Ce Kenneth est foutu. S'il a le même âge que notre protégé. Et Fran leur fait un câlin, leur demandant d'arrêter de se disputer. Fran s'excuse publiquement et explique que Kenneth a fait un serment d'être brutalement honnête. Cela rend le protégé encore plus en colère, car maintenant il sait qu'au fond, ce type pense vraiment qu'il est un idiot. Le gars a confirmé. Et il veut savoir ce que c'est que cette histoire qui n'a fait aucun vœu. Le seul dit que ça lui est égal, mais le gars trouve ça bizarre. Parce que le pouvoir qu'ils reçoivent vient du serment qu'ils font. Plus le sacrifice est grand, plus le pouvoir est puissant. Bah, il faut être honnête. Ça ne ressemble même pas à un sacrifice, il y a tellement de choses. Là, c'est facile, hein, les gars. Dans Hunter x Hunter, c'était plus dur. Mec, le héros va dire qu'il sait déjà ça. Quand, soudainement, mec, de nulle part, il y a une arme derrière sa tête. Et Kenneth dit qu'en 6 mois, normalement, un tiers des recrues meurent. Ou sont détruits par les serments qu'ils font, mais Lika. Il veut surtout comprendre comment ce type est apparu dans son dos comme ça. Et le gars le fixe, voulant savoir ce que c'est que cette histoire. Rejoindre l'ordre sans rien sacrifier. Il est sur le point de tirer. Lika hésite. Quand, soudain, Fran lui attrape le bras et dit à Kenneth que c'était déjà largement suffisant. Soudain, l'aura de Lika commence à s'activer. Et il dit qu'il n'a vraiment pas fait ce serment, mais que la commandante l'a accepté. Et il ne retournera jamais à cet ancien orphelinat. Alors, quoi qu'il faille pour rejoindre l'ordre des chevaliers. Il fonce avec tout ce qu'il a. Kenneth est effrayé, tu vois. Le garçon a attrapé son pistolet, qui a disparu. Il ne comprend pas comment quelque chose a détruit son art divin. Et là, il prépare un autre pistolet, mec, jusqu'à ce que Fran leur dise à tous les deux d'arrêter ça. Elle aimait beaucoup cette énergie et cette motivation, mais désormais. Eh ben, la dure va activer la sienne.
Ah non, elle prévient que, tu vois. Il y a plein de monstres qui nous regardent, et c'est l'heure de bosser. Maintenant que je regarde, la fille a sorti un trident, mec, et les macaques la fixent. Sur le coup, elle attaque en premier, les 3 esquivent. La créature, cependant, a frappé avec une queue venimeuse, mec. Elle a laissé un liquide sur l'arbre qui corrode tout. C'était un macaque avec une queue de serpent toute bizarre. Et Lika veut savoir pourquoi ça a fondu là. Kenneth lui dit juste de ne pas toucher la queue. Parce que c'est, évidemment, quelque chose de mortel. Et sur le coup, 5 autres attaquent Lika. Il esquive une attaque, sort de l'autre côté en disant que ces bestioles trichent. Pendant que Fran sourit et fait au revoir, disant que maintenant eux deux vont régler ça. Il est un peu confus, voulant savoir si elle ne va vraiment pas aider. Pourtant, la fille est déjà en train de partir, tout en tuant quelques-uns sans se soucier. Disant qu'elle sait qu'il doit y avoir quelqu'un qui commande tout ça. Et elle va chercher, elle court partout, tandis que le protagoniste l'appelle. Jusqu'à ce que Lika sorte 2 autres gros pistolets. Eh bien, encore une fois il va viser la tête de notre garçon. Mais en fait, il tire sur le singe derrière, avertissant que s'il compte faire partie de l'ordre des chevaliers. En paniquant comme ça, il ferait mieux d'abandonner maintenant. À ce moment-là, un autre saute sur le dos de Lika pour l'attaquer, mais cette fois le courageux a dégainé son épée et lui a porté une estocade. Le gars dit qu'il ne rejoindra jamais cet ordre. Et Kenneth veut prouver son potentiel, mais il ne fait que dire que ses paroles sont vides. S'il voulait prouver quelque chose, qu'il le fasse avec des actions. À ce moment-là, chacun part dans une direction. Kennedy dans le combat là-bas, touchant plusieurs singes. Tandis que notre petit pro avance avec son épée, saute vers le premier et tranche. Laissant déjà 4 au sol, un beau carnage au milieu. Cependant, pendant qu'il tuait ça, le fils remarque que Kennedy faisait disparaître tout autour de lui, incroyable. Mais là, l'artiste s'est emballé, a fait une montagne de singes morts autour du gars. Et le petit pro ne réalise que ce n'est pas pour rien que ce maudit était vraiment le vice-commandant. Cette épée qu'il utilisait, bien qu'elle soit bonne, ne pouvait pas rivaliser avec le pouvoir destructeur de ça. Mais 2 singes avancent. Il active l'épée, mais cette fois envoie une étrange flamme là, qui sort de l'épée et semble flotter dans l'air. En même temps il se rappelle que plus la flamme est grande, plus son énergie est drainée, et à ce rythme il va s'évanouir. Comme Chloro avec les enfants. Pendant ce temps, quoi? Fifi farme un spot buggé de bestioles, avertissant que si le garçon reste là, tuant si peu, il vaudrait mieux s'asseoir à l'ombre. Le pro ne comprend pas si ce maudit ne s'arrête pas une seconde. Et lui ne respire même pas de façon haletante. Vraiment, la distance entre eux était énorme. Là-dessus, il demande honnêtement, hein? Comment ce salaud peut-il continuer à tirer? Il n'a pas fini ses munitions? Parce que le gars explique que c'est une arme divine, et que les pistolets utilisent des balles de mana. Prata, pendant une seconde, trouve ça drôle qu'il raconte tout. Mais il se rappelle aussitôt ce que Fran a dit, il ne peut mentir sur rien. En même temps, il remarque aussi que l'art divin du gars fonctionne différemment du sien, pendant que le type utilise le mana pour créer une balle. Lui a ce flux continu qui sort un peu de son corps. Le problème, c'est que, même en sachant ça, ce n'est pas comme s'il pouvait matérialiser un pistolet. Et le pire, c'est que s'il continue comme ça, le résultat est évident. Il est là, immobile, et Kenneth demande s'il va déjà abandonner. Il continue à tirer, disant que le gamin n'arrive pas à s'adapter. Qu'il ne peut pas penser à un plan. Vraiment, il n'appartient pas aux chevaliers. Il a déjà dit que dès qu'ils reviendront, il préviendra le capitaine qui ne fait pas partie de cet endroit. Mais c'est là qu'il sent soudain quelque chose d'étrange. Et en regardant derrière, mec, il y a une épée gigantesque qui surgit du ciel. Lika dit que les petits tours n'ont jamais été son truc, alors il va oublier l'efficacité. Et cette histoire de coups en mana, les combinaisons crient. Kenneth essaie de s'écarter. Notre prodigue avec une seule, il va tout finir. Le coup d'épée frappe en plein milieu du groupe, mec, et ça commence à balayer toute la forêt. Kenny est allé du milieu du ciel regarder en bas, voyant un volcan qu'il a ouvert. Et a dit que c'était extrêmement dangereux. Il descend aussitôt, et Lika est là, épuisé. Disant que riche, mec, ne peut pas lever un petit doigt. Mais tu sais si ce salaud a vu? Mec, il a tiré pendant un sacré moment. Alors que lui a tué beaucoup plus en une seule attaque, il va devoir reconnaître son potentiel. Kenneth, cependant, est silencieux, se demandant ce que c'était. De chaque corps partait une étrange ligne allant vers le sol. À ce moment-là, il crie, disant qu'il était au milieu d'un piège. Et lui ordonnant de courir, le sol commence à trembler. Et un énorme gueule baveuse apparaît sous les deux. Lika jette un coup d'œil sur le côté. Effrayé, il balance la puissance de son épée d'un côté à l'autre. Et crée une corde pour qu'il puisse s'accrocher et ne pas tomber. À ce moment-là, Kenneth explique que ce monstre utilise les singes comme piège pour dévorer les créatures. Le problème, c'est que le proton a utilisé trop d'énergie avant et n'a plus la force de se battre. 1. Mais Kane ne volait-il pas presque? Et si Dragon Ball Z, apparemment, a épuisé son pouvoir, non? Ou alors la langue est venue et a attrapé les deux. Le proton essaie de faire lâcher ce maudit truc. Quand, soudain, quelque chose apparaît dans le ciel. Fran, magnifique, arrive en géante, disant que puisque le monstre a ouvert sa gueule aussi grande,
Elle va devoir régler ça. Sa cuillère devient gigantesque. Et elle semble la planter en plein milieu de la bouche de la bête, l'envoyant au ciel. Ah, elle a creusé un peu sous la bête. Il y avait probablement le véritable propriétaire de cette gueule. Elle s'approche et lance une série de coups tranchants. La créature est complètement découpée. Les deux tombent au sol tout tordus. Elle s'approche avec sa mini-jupe, disant qu'il mérite des félicitations. Pour avoir pris soin des petits singes, elle a ressenti la présence d'un démon puissant, et ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse de cette façon, du moins. Elle est contente que les deux soient déjà devenus de bons amis. Cependant, là, évidemment, ne sont pas du tout dans cette amitié après avoir retiré la langue. Lika est impressionnée par ce qu'elle a fait, une simple série d'attaques. Lançant la bête en l'air, elle a réglé. Cette créature qui lui semblait impossible, elle était vraiment à un autre niveau. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi elle avait les mains jointes comme ça. Ils veulent savoir, non, ce qu'elle pense faire. Fran explique qu'ils ne le savent peut-être pas, mais tout démon était à l'origine un humain. Et après une soumission, elle aime prier. Tout ce qui est arrivé à ces pauvres petits, c'est qu'ils ont été exposés à la magie noire. C'est ainsi qu'ils deviennent des monstres. Ne t'en fais pas. Elle reste là à dire qu'elle a compris, tandis que KF dit que c'est bizarre. Il n'avait jamais entendu parler d'un réservoir de magie dans cette région. Assez grand pour créer une créature comme celle-ci, sans compter qu'elle est apparue tout près de la capitale. Ce qui est encore plus incompréhensible. Fran a dit que ça semblait vraiment déplacé. C'est alors que, soudainement, Fran ressent quelque chose d'étrange et ordonne à tout le monde de courir. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Et le sol commence à trembler. Une voix dit alors qu'il pensait avoir envoyé l'une des créatures les plus impressionnantes qu'il possédait. Quelqu'un marche sur le dos du trio. Quand il se retourne, un humain encapuchonné arrive. Fran semble complètement effrayé, et le type dit qu'il ne croit pas qu'elle ait réussi à trancher son enfant de cette façon. Vraiment, les humains. Ce visage qu'ils ont qui trompe tout le monde, étaient des créatures horribles. Fran est plus inquiète que ce type ait parlé de créer. Elle demande qui il est. Cependant, le gars lève juste le pouce. Et, d'un mouvement vers le bas, les trois sont projetés au sol. Lika est sûr qu'il ne peut rien faire pour aider. Fran était bien plus forte que lui. Il n'y avait aucune chance. Kenneth, en revanche, avec courage, sort son gros pistolet en disant que ce salaud ne s'en sortira pas comme ça. Le type, cependant, dit qu'il est un petit garnement. Soudain, des flammes rouges commencent à apparaître sur son bras, et le gars répond que tout va bien. Il va simplement reconstruire tout ceci sans souci. Car ils deviendront encore plus forts, tout comme celui qu'il va faire maintenant. Soudain, cette bête qu'elle avait coupée en deux commence à être attirée vers le gars. Quelque chose commence à apparaître devant Lika, qui est incrédule. Le monstre reformé avait maintenant un cerveau avec une bouche sur le ventre. Des yeux gigantesques. Oh là là, ça a attrapé Fran. Non, tu ne fais pas ça, on n'a que deux femmes dans cette histoire. Non, non, ne mords pas, non. Le protagoniste regarde. Mon Dieu. Protina entre en scène, mec, activons le chevelu. Ouf, le gamin s'est réveillé, grâce à Dieu. Et, démon, prends ça comme une surprise. Elle est confuse. Kenny regarde. Notre garçon se redresse là, avec le chevelu qui le fixe avec haine. Kenny n'en croit pas ses yeux. Notre gars a fait la fameuse boule de Tamineyo de pouvoir. Et il l'a lancée vers lui. Putain, mec. Il a ouvert un cratère dans la bête. Il le défie de ne pas croire alors qu'il est tout swag. Mais c'était tout, il a tué la bête. Il a désactivé le capuchonné, mais il s'intéresse à ce gamin. Maintenant, il dit qu'il est vraiment incroyable. Se mouvoir ainsi dans ce champ gravitationnel devrait être impossible, sans compter qu'il est sûr que cette flamme d'avant ne devrait pas exister dans ce monde. Il attire le garçon, dit que c'est intéressant et demande pardon. Soudain il ouvre sa pupille, jette un coup d'œil et voit quelque chose de rouge. À ce moment-là, il répond qu'il comprend. Le garçon a fait un pacte avec un dieu d'un autre lieu, mais pensez qu'il a offert quelque chose comme ça. C'est fou. Putain, mec. Pendant que le gars était dans son monologue, le protagoniste a traversé avec une attaque en plein cœur. Il dit encore que le salaud est vraiment bavard et n'arrête pas de parler. La bête entière semble commencer à se désintégrer et seuls les vêtements tombent au sol. Là, le protagoniste tombe aussi face contre terre et les deux idiots se lèvent autour. Se demandant si Lika l'a vraiment tué. Fran semble trouver ça presque impossible. Là, elle fouille dans les vêtements et voit que ce qui restait était une sorte de marionnette. Apparemment, peu importe qui c'était. Il contrôlait ça à distance. Les deux gars-là essaient de réveiller le protagoniste, mais il est dans un sommeil bien agréable. Fran, de son côté, est effrayé par cette marionnette bizarre, qui créait des créatures. Quelle sorte de pouvoir faut-il avoir pour, de loin, réussir à abattre les trois avec une telle facilité? Soudain, elle sursaute et demande si c'est le maître de la magie. Le commandant Tempeste est donc dans un village d'un jeu mobile. Regarde, ma fille, la petite ouvre la porte et appelle Tempeste. Et c'est Rimuro, mec, le gars avec le livre sur le visage.
Il dit que la journée est vraiment belle et qu'il est un vieil homme qui veut juste se reposer un peu. Ah, le gars a de longs cheveux, hein? On dirait une version mage chevelue de Lika. Il dit qu'il a trouvé quelque chose de très bon et que son cœur bat fort. Parce que la fille répond qu'il est un peu fou avec ses rêves. Il a toujours été maladroit, il bouge le doigt. Il prépare un thé, disant qu'il préfère être paresseux quand même. En regardant le ciel qui se fissure, il dit que désormais, des choses amusantes vont arriver. En attendant, le groupe porte Lika en arrière, Kennedy disant au salaud de se réveiller vite. Il ne veut pas continuer à le traîner jusqu'à la capitale. Cependant, le héros pense plutôt à ce type bizarre et à cette histoire que quelqu'un a dit qu'il avait offert quelque chose comme ça. Vraiment, mec, qu'est-ce qu'il a bien pu offrir pour obtenir autant de pouvoir? Ça doit être un truc un peu genre Naruto, tu vois, mec, il va devenir le boss. Il va tous les tuer à la base des chevaliers. Tout le monde a découvert que le gamin a un contrat avec un dieu d'un autre monde. Là, c'était le quartier général souterrain, et Grift dit que si c'est le cas, il va à l'encontre de la fondation de l'ordre des chevaliers. Je suis encore confus, si je voyais le commandant Jacques. C'est une fille ou un garçon? Cet artiste a un style, mec. Elle a un bras énorme, mais on dirait qu'elle a aussi une grosse poitrine. Ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et il commente que ça ressemble à si le garçon avait créé un instrument divin. Gigantesque, un truc comme ça. Kéran dit oui. Ce gamin a déjà prouvé qu'il était valable dans un combat. 2 fois maintenant. De plus. Il ne pouvait pas simplement croire ce qu'une marionnette bizarre a dit devant tout le monde. Les cheveux du blond, cependant, semblent indiquer que quelque chose impliquant le maître de la magie et le risque était trop grand. Cette organisation n'avait pas de place pour les incertitudes, d'autant plus que tout ce qu'il plante, ce sont des voitures. Voici le vice-commandant Gavanfi. Il lance ce regard à Arthur Cadre-Large, mais elle répond qu'elle veut entendre l'avis de Fran, qui était présente à ce moment. Elle répond que, au moment où cette créature est apparue, elle et Kenneth n'ont même pas réussi à se lever. Si Lika n'avait pas été là, il serait sûrement mort. Cependant, en même temps, elle a remarqué que lui-même ne semblait pas pouvoir contrôler ce pouvoir correctement. Ce fameux Gavan dit qu'il a entendu dire qu'à chaque fois que ce gamin utilise son pouvoir, il est complètement épuisé et s'évanouit. Comment pourrait-il dépendre de quelque chose comme ça? Ou penser qu'il finirait par maîtriser ce pouvoir? Bah, je préfère avoir un incontrôlable vivant dans mon équipe que tout le monde mort. Arthur est pensive et dit qu'elle comprend. C'est difficile pour lui de contrôler ce pouvoir. Parce qu'il vient d'un autre monde, et s'il est apte ou non à devenir chevalier. C'est quelque chose qu'ils devront déterminer avec le temps. Tout le monde lance ce regard. Et elle prévient qu'en tenant compte de tout cela, elle veut savoir ce qu'il faut pour convaincre Gava. Il répond que le garçon doit passer le test de la flamme gardienne. C'était le minimum pour le laisser rejoindre l'équipe. Apparemment, ce n'est pas rien. Car tout le monde est surpris, mais Arthur se retourne déjà en disant que c'est décidé. Elle demande alors à Jacques de s'occuper du garçon, d'autant plus qu'ils vont l'envoyer en enfer. Il vaut donc mieux qu'il soit le plus entier possible. Pendant ce temps, Lika souffre encore en se rappelant du type qu'il a rencontré. Un dieu d'un autre monde, et c'est vraiment fou qu'il ait offert. Quelque chose comme ça. Lika dit que ce type est dégoûtant et, soudain, il se réveille. En lui ordonnant de se taire. Pourtant, il est dans la chambre là. Mais Kenny est à côté en train de lire un petit livre et dit qu'il s'est enfin réveillé. Même avec les techniques de récupération utilisées sur lui, ça a pris un temps fou. Le héros veut savoir où est ce type dangereux, mais Kenny lui dit de se détendre. Le danger immédiat est passé. Il est un peu rouge et semble vouloir remercier. Tandis que Lika lui ordonne de dire ce que c'est. Là, il dit qu'il a été sauvé grâce à Lika. Et que sans le garçon, ils seraient tous morts. Alors il veut dire, hein? Le Grari Gatoula. Il était inquiet qu'il ne puisse pas soulever l'assiette. C'est un peu confus. Il n'imaginait pas que ce type allait s'inquiéter pour lui, parce qu'il répond, évidemment que oui. Il est inquiet parce que ce sont eux qui l'ont sauvé. Ne pensez pas juste que ce salaud ne peut vraiment pas mentir, parce qu'il dit que ça lui est égal. Elle s'ouvre, et le Likao met la main sur son visage, un peu gêné, disant qu'il va devoir déranger, même si il vient de se réveiller. Une décision a été prise concernant son avenir. Il a été décidé qu'il devra passer le test de la flamme garde. Kenneth semble effrayé, et le protagoniste ne comprend pas, et mon pote. Répond-il à sa folie. Le garçon est arrivé ici récemment. C'est un parfait amateur. Et comment pouvez-vous l'envoyer dans un endroit pareil? Le gros gars dit qu'il est l'administrateur de ce test. Lika dit en arrière-plan que tout va bien. S'il réussit ce test, il sera reconnu comme un membre, cependant Kenneth explique que ce n'est pas le test pour devenir membre, mais pour devenir un des exécutifs. Normalement, tu ne peux même pas penser à tenter ce test. Après avoir participé à d'innombrables batailles et obtenu d'innombrables reconnaissances. Et l'envoyer, lui qui vient juste d'entrer dans l'équipe, qui apprend à utiliser la magie, c'était comme le condamner à mort. Et le cher dit au garçon de prendre ce test au sérieux. Normalement, un tiers échoue et un autre tiers devient fou, peu de personnes réussissent. De plus, beaucoup de ceux qui échouent meurent aussi.
Alors il vaut mieux qu'il prenne ça au sérieux, s'il ne veut pas que ce soit sa fin. Vraiment, ce sont les humains les plus intelligents que j'ai jamais vus, hein? Les gars ont une apocalypse en cours, un bon point pour mourir à la guerre. Et ils créent un test qui tue les soldats. C'est un 10 sur 10 pour tous les impliqués. Kenneth veut voir la réponse. Et le garçon hésite et dit qu'il ne comprend pas où est la difficulté de ce truc, en plus. Il n'a pas le choix, car c'est le seul endroit qu'il possède. Alors, il est évident qu'il accepte 5 jours plus tard. Devant la grotte de l'épreuve, Kéran explique que le test comporte 2 parties. La première est de survivre dans cette grotte pendant 3 jours. Il veut savoir quelle est la deuxième, et le gars montre une bougie. Puis il lui dit de poser la mèche dessus, et dès qu'il obéit, une flamme s'allume. Le gars explique qu'il doit s'assurer que la torche ne s'éteigne pas, en la protégeant pendant 3 jours. Lika demande pourquoi. Et Kéran explique que pendant 3 jours, cette flamme va attirer les monstres qui se trouvent aux alentours, c'est-à-dire tout ce qu'il doit faire c'est ne pas mourir, et ainsi commence le test le plus idiot de l'humanité. À l'intérieur, Lika Nota avait du mal à respirer dans cet endroit. C'était peut-être ce que Kéran avait mentionné, Alice pleine d'essence magique. La région nord a déjà plus de mana que la normale, et dans la grotte la concentration est encore plus élevée. Et c'est pour cela que les monstres dans ces lieux sont extrêmement ridicules. Comparé au reste. Au moins, il est tranquille, car la mission est simple. Survivre et garder la flamme allumée. Un Pokémon apparaît devant lui. Et le serpent essaie d'attaquer. Il esquive. Sort son épée et tranche facilement. Cependant, il remarque tout de suite qu'en ayant utilisé un peu de sa propre mana, la bougie s'est allumée et est devenue super forte. C'était aussi une façon pour lui d'apprendre à contrôler la quantité d'énergie qu'il libère, n'est-ce pas? Puisque la flamme va le trahir. Il essaie de se concentrer pour diminuer le feu, et après un moment elle revient à la normale. Cependant, cette première oscillation à ce moment-là fait apparaître une horde de bêtes devant lui, bavant de faim. Lika se rappelle seulement qu'il lui avait dit qu'il allait soit devenir un membre soit mourir. Dans cet endroit, des monstres arrivent de tous les côtés. Pendant que les membres de la troupe le regardaient à travers un miroir. Kennedy commente que, comme il avait imaginé, c'est impossible, il n'y a rien à faire. C'était trop tôt pour le garçon qu'il voulait. Cependant, il répond que si le commandant a pris cette décision, cela signifie qu'il n'allait pas accepter. Il ne savait pas que c'était quelque chose d'aussi extrême. Kenneth dit qu'il a compris. Mais même ainsi, à ce moment-là, l'ami interrompt. Il dit qu'il a le sentiment que le garçon va réussir. Lika est là, subissant des attaques de tous les côtés, se demandant comment va-t-il survivre à autant de créatures qui deviennent de plus en plus fortes. À ce rythme pendant 3 jours, il serait encerclé. Et à ce moment-là, la bougie commence à augmenter énormément en puissance. Ah, mec, il décide d'augmenter son pouvoir pour attirer absolument tout ce qu'il y a à cet endroit. Et tout finir d'un coup, une femme qui aime le zéro. À 100, elle crie déjà, ordonnant à tout de s'arrêter, et génère une explosion autour du corps. Qui va jusqu'à la sortie, les bêtes sont toutes évaporées, la grotte ressemble à un volcan. Pendant qu'il demande ce que les idiots pensent de ça. Kenneth trouve ça fou, apparemment. Le plan du gamin était de finir les créatures puis de se reposer. Le reste, ok, ne semble pas enthousiaste. Il dit que, s'il réussit, ce serait incroyable. Mais soudain, il dit d'attendre une seconde. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne devrait pas être là. Et il se demande si c'est l'œuvre de ce foutu salaud. Le protagoniste est là tranquillement, assis. Disant qu'au moins maintenant, il a réussi à en éliminer plusieurs. Il pourrait se reposer un moment, mais c'est alors qu'un étrange laser passe à côté de lui. En regardant derrière, il y avait une bête qui arrivait, mec. Une créature bizarre, avec 4 pattes, 8 bras et plein d'épées. Le protagoniste est un peu confus sur ce que c'était comme bête. Tandis que Kéran est sûr que c'était un certain Bersirat. Et c'est une créature développée par l'ordre des chevaliers. En fait, c'est une bête pour tuer des monstres et elle ne devrait pas être là. Sur le moment, Kéran appelle le quartier général. Demandant si ce n'était pas de sa faute, cette créature ne devait pas être dans le test. Cette affaire ne devait impliquer que des monstres normaux. Le gros balourd de l'humanité a dit qu'il testait juste un prototype. Et il se trouve que la situation était très pratique. Il a placé dans la caverne pour voir si le monstre allait tuer quelques créatures, et par hasard c'était la même que celle du test. Kéran a dit qu'il est évident qu'il ne va pas croire à cette idiotie. Gavan, cependant, a dit qu'il vaut mieux qu'il ne pense même pas à aller sauver le garçon, d'autant plus qu'il devrait comprendre que ce test doit être difficile. Même s'il ne peut pas gérer ça, qu'ils le disent. Ils n'ont pas besoin d'un enfant comme ça. Mec, cet enfant a sauvé 2 de ton équipe. Puisque tu acceptes, alors ça n'a aucun sens. Je commence à penser que ce fou est l'ennemi de l'humanité, c'est tout. À ce moment-là, c'était la petite employée dans la salle. C'était le rêve de tout homme. La garce fait la cuisine à la maison et gagne encore le monde dehors. C'est vraiment une dure, oh la vache. Le gros balourd veut savoir pourquoi elle s'abaisse, agissant comme une servante. Elle a dit que c'est un hobby, et je dirais que c'est un fétiche. Elle veut savoir combien de sucre il veut, il a dit aucun. Et elle répond juste qu'il a l'air un peu heureux aujourd'hui.
Il répond qu'il ne pense pas. Mais peut-être qu'il n'est pas d'humeur mauvaise, d'autant que dans cette organisation, moins il y a de risques de problème, mieux c'est. Je pense qu'il est content. Parce qu'il pense que Lika va mourir. Il esquive des lasers de partout. Sautant, faisant une boule d'énergie dans la main. La lançant sur la créature qui explose. Pourtant, la bête reste intacte. Lika se demande comment ces attaques, qui tuaient tous les monstres, ne fonctionnent pas maintenant. Et le pire c'est que la flamme reste forte. Autrement dit, bientôt d'autres créatures pourraient aussi arriver. Il esquive 2 autres attaques, tandis que le monstre le traque. Lika sait qu'il ne peut plus continuer à utiliser autant de force. Le feu drainait son énergie, et bientôt d'autres monstres apparaîtraient. Mais que allait-il faire? Comment allait-il gérer cette bête? Une fois de plus, le monstre le regarde de haut. Pendant qu'il essaie de réfléchir à la faiblesse pour affronter cette créature. C'est alors qu'il voit que, soudain, la bête semble n'être qu'une attaque. Pourtant, à la seconde où il bouge le pied d'1 centimètre, il reçoit un tir qui le frôle presque. À ce moment-là, il commence à comprendre que cette créature anticipait un peu ses mouvements. Elle s'arrête en plein milieu de la course et décide de changer de stratégie. Fonçant complètement vers lui, comme pour lui montrer comment il allait gérer ça. Il passe entre 2 lasers, glisse sous la jambe et déchire le monstre en 2. Mec, c'était plus facile que ce que j'imaginais. Mais apparemment, ce n'est pas fini, car dès que la grosse bête frappe le mur, elle repart à l'assaut, lui ordonnant de crever, en plantant un coup en plein visage. Juste à l'œil, et tire le reste qui était à l'intérieur. Là, il voit que la bête était entièrement faite de fils. Pourtant, il annonce que c'est réglé maintenant, tandis que le gros gars observe avec colère. Fran applaudit, disant qu'il est vraiment impressionnant. Elle lui dit de mettre du sucre dans son café, il en jette une bonne quantité pour se calmer et boit une grande gorgée. Ensuite, il lui dit de partir, qu'il préfère rester seul. Elle répond que ça va. Alors, le pauvre gars est là. Fils désespéré, tremblant, disant que c'était juste pour s'assurer de toute façon. D'autant plus que cette grotte ne laisserait personne sortir vivant, quoi qu'il arrive. Facile, mec, pourquoi tu te donnes autant de mal? Pour tuer le type qui, en théorie, va aider l'humanité? Explique-moi, espèce de salaud, jour 3 du test, il fait déjà nuit. Le protagoniste est épuisé, à bout, et la vieille dame est toute petite. Cela signifie aussi qu'il approche presque de sa limite. Il voit la chair du monstre devant lui et se demande si ça a vraiment bougé. Le léger mouvement montre clairement que ce n'était pas une illusion, et il voit que cette chose s'approchait. Le problème, c'est que c'était les restes des créatures qu'il avait déjà tuées. Et au total, il y en avait beaucoup. Une petite bête là. Toute bizarre de la Siriguera devant lui, et il ne comprend pas pourquoi. Peut-être que c'était l'effet de la quantité trop dense de magie dans cet endroit. Cependant, cela allait trop compliquer les choses pour lui à ce moment-là. Une lueur dorée commence à envahir la grotte. On dirait une cloche. Et il se souvient que le Kérao avait dit qu'il devrait survivre. Garder la bougie allumée et sortir de la grotte quand la cloche sonnerait. Maintenant, tout ce qu'il doit faire, c'est sortir. Mais devant lui, il est entouré de monstres. Il essaie de sortir par le côté, tout en remarquant que la bougie. Ce qu'il en restait était très peu. Il décide de s'accrocher, d'insister et de continuer à fuir. Les bêtes viennent par derrière, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin la sortie. Mais il reçoit un coup de fouet dans le dos. Malgré ça, il continue d'avancer. Pour être honnête, on dirait même pas que ça a fait si mal que ça, mec. Il continue d'insister, se dirigeant vers la sortie. Cependant, les bêtes arrivent évidemment toujours par derrière. Et mec, il tombe comme un idiot par terre, mais une attaque bleue passe et quelqu'un marche devant lui. C'est le Kérao qui sourit. Disant au garçon que le temps est écoulé, il demande s'il a gagné. Mais avant de recevoir la réponse, il s'évanouit. Je voudrais dire que oui, le garçon a existé. De même, un peu plus tard. Il se réveille sur une chaise, un peu confus. Il demande où il est, et Arthur dit que c'est la salle des cérémonies. Il veut savoir pourquoi. Et pourquoi tout le monde est autour de lui. Parce qu'elle explique qu'ils vont commencer le rituel de passage de la flamme du gardien. Ils donnent l'ordre des chevaliers sacrés, révèlent leurs vœux et leurs bras, et prouvent leur loyauté aux nouveaux recrues. Oh, mec. Kiara dit qu'il est le capitaine de la 9e division. Il a fait le vœu de ne jamais emmener sa famille. Comment ça, tu ne tues pas les membres de ta famille? Ou tu ne vas pas au combat avec ta famille? Je n'ai pas compris, Franco. Quelle beauté. La capitaine de la 2e division dit que son vœu est de renoncer à la nourriture pour le reste de sa vie. Eh bien, tu te nourris de quoi pour garder toute cette santé? Ma fille, ton lontron ressemble à un chat, mon gars. Regarde la taille de sa poitrine, la taille de ses jambes. Quoi, hein? Tu vois? Le capitaine de la 2e division dit que son vœu est de ne jamais mentir. Griff te révèle que son vœu est de dédier son bras droit à Dieu, mon Dieu du ciel. Jacques est fou, mon pote. Son vœu est de rester vierge pour le reste de sa vie. Ce type doit être le plus fort du coin. C'est un dieu. Et celui de Gavan, c'est quoi? Mon Dieu, son vœu est de ne jamais dormir. Oh la vache, et le vœu de son bouclier? En fait, c'est de ne jamais pardonner à quelqu'un qui trahit l'ordre. Le gars a 2 vœux.
Sacré coquin. Sans compter que, comment fait-on pour ne pas dormir au début? Ces gars me rendent confus. Justement, Arthur lève son épée vers le ciel. Et dit que son vœu est de renoncer à son genre ou pas. Mais, c'est quoi ce vœu? Ça ne semble pas si incroyable que ça. Renoncer à son genre dans quel sens? Il a cessé d'être homme, il a cessé d'être femme, il n'est ni homme ni femme. C'est quoi ce truc? Il a assuré. Et elle dit au recrue Ryuga de dévoiler ses bras et de faire un vœu. C'était le signe de confiance qu'il devait transmettre à tout le monde. Et mec, à ce moment-là, le petit se souvient, hein? Il ne connaît même pas son vœu. Mais soudain, il active son aura. Qui monte, tous les barbus sont effrayés. En tremblant, l'aura se dissipe. Il dit que son nom est Lika et que c'est son serment. Il n'a aucune idée, il ne connaît pas l'origine de ce pouvoir. Et il ne sait pas comment il l'a reçu. Il se souvient seulement que le monstre a dit que c'était terrifiant. Qu'il avait renoncé à quelque chose comme ça. Cependant, il jurait qu'il allait gagner la confiance de tous et devenir le chevalier le plus puissant. Il ne veut plus voir personne se blesser. Alors, avant que cela n'arrive, il veut pouvoir sauver ce monde. Maintenant que j'y pense. Arthur est un quadrilatère, non? Il ressemblait à une fille. Pourquoi a-t-il renoncé à son genre? Ou sa mère a-t-elle renoncé à son genre? Pourquoi est-il devenu si carré? Et c'est elle qui parle là-bas. Que pour la flamme de la vie, il faudrait qu'il trouve des forces, et comme preuve de confiance, qu'il a ce qu'il faut pour devenir un chevalier. Il l'accepte et lui souhaite la bienvenue dans l'ordre des chevaliers sacrés. Tout le monde pose la main sur la poitrine et regarde le ciel pour voir s'il est vraiment bleu. Je suis encore un peu incrédule. Avec les serments de chaque personne, plusieurs n'ont pas beaucoup de sens. Arthur s'apprêtait à partir quand Gavan l'a arrêté et a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'ils avaient accepté. Quelqu'un qui ne peut même pas prononcer son propre serment dans l'ordre. Elle, cependant, se retourne et demande si ce n'était pas lui qui avait proposé ce test. Il allait dire s'il était capable ou non de faire partie. De plus, ne pas savoir quel serment il avait fait et l'admettre était encore un risque pour sa vie. C'était une preuve plus que suffisante. Gavan répond que cette irrégularité en soi était le problème, et si le garçon devenait un danger pour l'existence des chevaliers, elle répond qu'il s'inquiète trop. Cette flamme en lui, plus il se rapproche de la mort, plus elle devient forte. Et ce sera sûrement une force nécessaire pour les chevaliers. Pendant qu'il fait son cinéma, notre garçon est déjà attrapé par Fran. Le chapitre suivant commence dans un train, les familles sont heureuses. Le voyage allait durer 2 heures. À l'intérieur, il y avait la rare cabine réservée aux chevaliers. Notre garçon a même reçu une petite cape. Tout heureux et fier. Disant que c'en était fini des jours pathétiques. Fini de subir du harcèlement. Sa vie allait devenir facile maintenant. Ce garçon ne sait pas dans quoi il s'engage. On pensait qu'il avait oublié que le monde allait finir, hein? À ce moment-là, une femme dans le couloir offre de la nourriture. Il prend, mais dit qu'il n'a pas d'argent. Mais elle répond que ce n'est pas grave. C'était ce qu'il donnait gratuitement aux chevaliers. Il est déjà tout content, disant que la vie est vraiment belle. Il n'aurait jamais imaginé manger de la bonne nourriture gratuitement. Le Jacques Vierge. Mais elle lui dit de ne pas penser que c'est gratuit. Mec, il paie avec quelque chose qui n'est pas de l'argent. Il se frappe la poitrine et dit qu'il paie avec leur vie. Le protagoniste le regarde bien au cinéma. Putain, est-ce que ma vie vaut une pomme et un sandwich? Jacques, cependant, dit que tout le monde compte sur eux. Pour être protégé. Et maintenant qu'il a rejoint l'ordre. Mec, il ne peut pas abandonner. Il doit y aller à fond. Kenneth, cependant, veut savoir pourquoi ils sont envoyés vers l'ouest. Jacques dit que, d'après ce qu'il a entendu, l'activité des monstres dans la région n'arrête pas d'augmenter, et ils ont besoin de renforts. Le protagoniste remarque que tout cet endroit était rempli de personnel des chevaliers. Ils envoient donc vraiment beaucoup de monde. Le protagoniste, cependant, veut savoir si tout le monde est débutant. Voilà ce que fait Kenneth. Kenneth dit que ce n'est pas parce qu'il est débutant. C'est Fran qui lui a ordonné de suivre le garçon et de surveiller les conneries qu'il fait. À ce moment-là, Lika est un peu là. Un peu confus. Il appelle Jacques et dit qu'il y a quelque chose qui le perturbe. Il a fait un vœu de rester vierge toute sa vie. Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Le gars est un peu perdu, mais notre protagoniste dit qu'il n'a pas pu s'empêcher d'y penser. Il a trouvé ça bizarre. Jacques explique que ce n'est pas comme ça qu'un vœu fonctionne s'il renonce à quelque chose de ce genre. Dieu ne donnerait pas la même réponse. Le vœu de virginité est différent. Basé sur les personnes qu'il aime. Ah, tu te prends pour un beau gosse? Alors, jusqu'à 1 milliard de garçons, tu as renoncé à la moitié du monde, hein, coquin? Ah, ou en fait c'est encore pire. Il a dit que ce qui compte c'est à quel point l'offrande est précieuse pour toi. C'est-à-dire, ce n'est pas un pervers, ça c'est sûr. Il suffisait qu'il remarque, par exemple, que l'âme de Fran a renoncé à la nourriture, évidemment, pour avoir obtenu le pouvoir qu'elle a. Ce n'est pas juste le fait que la nourriture soit essentielle. Ça doit signifier quelque chose de plus profond. Le héros est maintenant pensif à propos d'Arthur. Hein mon gars? Le mec a renoncé au genre. Comment ça fonctionnait ça? Et tout le monde semble être resté un peu silencieux là. Ah, mon gars.
Jacques révèle qu'Arthur est une vraie princesse. Ah, je le savais. Ce large tableau ne trompe personne, mon gars. Et Kenneth dit que le capitaine a été choisi dans une famille royale. Il semble que le capitaine avant elle était le demi-frère. Et après sa mort, elle a pris la position. Cependant, c'était une petite princesse très mignonne qui avait été gâtée toute sa vie. Alors ce vœu, pour elle, qui dépendait de son apparence, de sa position de princesse, et qui a vécu toute sa vie ainsi, était très significatif. Ah, mais ce vœu était faible pour elle. Elle est restée très forte. Liga est là en train de penser qu'il a compris. Maintenant c'est expliqué comment elle a obtenu un pouvoir incroyable. Encore un vœu sympa comme ça, ce vœu. Mais, je ne sais pas. J'ai trouvé ça tellement incroyable. J'attends les gars qui, je sais pas, se coupent l'oreille, perdent l'audition, se font arracher les yeux, se font couper la bouche, tu vois le genre. Les gars perdent des trucs bizarres. Tu vois? Jusqu'à maintenant, tout le monde n'a perdu qu'un petit truc, sauf Jacques. Non, pour Jacques c'est douloureux, c'est une souffrance pure. Les deux sont là, riant et se chamaillant. Jacques aussi, quand la porte s'ouvre et qu'un gars avec un chapeau apparaît. Apparemment, c'est le machiniste qui remercie la protection de tous les chevaliers. Pour l'ordre et parce qu'ils sont avec lui aujourd'hui. Il dit que son nom est Douga. Et là, la femme semble un peu confuse et jette un coup d'œil en arrière. Voulant savoir qui il est, à ce moment, un type bizarre sous le chapeau fait un mouvement de bras sur le côté. Mec, en une seconde, les deux sont attrapés par la poitrine. Et Jacques saute, esquivant une attaque venant du sol, fuyant entre les chaises. Waouh, mais plusieurs des chevaliers avaient déjà été tués, mec. Mais ce sont vraiment des chairs à canon, inutiles. Lika est effrayé, demandant ce qui s'est passé. Et il voit tout le monde empalé sur des pics. Un autre commence à se transformer, mec. Ceux qui ne meurent pas deviennent des créatures bizarres bleuâtres. Kenneth lui dit de s'éloigner. Mais, mon Dieu, ce salaud est une figurine Lego. C'est pas possible, il déséquipe toujours ce petit bras. Il crie désespérément. Pendant que Jacques est effrayé, se demandant si tout le monde devenait démoniaque. Douglas Curve dit qu'il a visé juste. Et il se présente comme l'un des serviteurs du Lord Tempest et du Grand Mage. Évidemment, ceux qui s'opposent à sa voix doivent être personnellement envoyés à la mort. Sur le coup, Kenneth comprend, c'était ce même pouvoir de cette créature. De transformer les créatures et les choses mortes en autre chose. Ce gars devait vraiment être lié à ces fameux mages. Et le problème maintenant, mec, c'est que Lika est là, dévastée, avec un morceau de bras manquant. Un des transformés saute pour l'attaquer dans le dos. Mais Kenneth sort son pistolet et lui colle une balle en pleine tête. Sur le coup, il appelle Jacques, qui active sa guérison via le protecteur. Mon Dieu, ça fait pleurer la fée. Mec, c'est le Vierge éternel qui a le pouvoir de la Lolita. Mec, elle tombe au sol, prend le petit bras et dit qu'il n'y a rien. Qu'elle ne puisse guérir. Elle colle au garçon, lance une lumière dorée. Et avec ça, il est guéri. Fio dit qu'il est maintenant libéré de la douleur. Laïka est vraiment impressionné. Il a repris le contrôle et on aurait dit qu'il ne s'était jamais blessé. Pourtant, quelque chose attire l'attention. Ce fameux Douga devant applaudissait. Sans tête, il disait que pour de simples humains. Il possède vraiment des capacités magnifiques. C'est dommage que, même après avoir été affinés, pendant si longtemps, ils vont mourir comme n'importe quel autre membre de l'ordre. La tête de ce type se reforme et il dit que c'est une tragédie, mais c'est la fin pour tous. Un monstre attaque de partout, l'équipe le fixe du regard. Jacques fonce au poing, Kenny avec la barre, et notre garçon ne fait rien. Se contentant d'esquiver. Et le problème, c'est que Jacques réalise que ce type est beaucoup trop rapide. De plus, tous ceux qui s'étaient transformés semblaient être renforcés. Le Douga en arrière-plan s'excuse et leur dit de faire attention. Si il ne stoppe pas ces créatures, tous les civils dans le reste du train vont mourir. Mon Dieu, Laïka va faire ce genre de bêtises. Frappant la main du gars et lui disant qu'il est un chevalier. Et qu'il devrait se réveiller à la réalité. Évidemment. Pendant qu'il crie, on plante un couteau en plein milieu de la tête de la bête. Et Jacques avertit qu'un humain devenu créature ne peut jamais redevenir normal. L'ordre des chevaliers existe pour protéger les vivants. Et il devrait apprendre cela dans l'ordre du feu sacré. C'est pourquoi il doit être prêt à sacrifier tous ses camarades. S'il n'est même pas prêt à faire ça, qu'il disparaisse d'ici maintenant. Le petit nouveau est là, effrayé par l'évidence, tandis que Kenneth lui dit de se détendre. Qu'il allait gérer ça pendant qu'il protégeait les civils. Dans un coin, une fille pleure. Et là, Laïka voit qu'elle attrape la petite fille et court vers la porte. Dans l'autre pièce, il arrive. Et avertit tout le monde qu'il y avait plein de démons derrière. Il devait fuir. Les gens commencent à évacuer dans le couloir, paniqués. Cependant, il y a une mère là qui est une vraie usine à enfants. Mec, la nana en a 3 produits. Un dans le dos et sûrement un autre dans le ventre. Et c'est justement à ce moment-là que la porte explose. Elle sursaute, et l'une des créatures apparaît. La famille, au lieu de fuir, reste là immobile en attendant que quelqu'un vienne les sauver. Leur chance. Que diriez-vous du petit protégé?
Pas de chance pour eux. Que diriez-vous du petit protégé qui est aussi un faible? Ou pas, cette fois. Le fils lui a donné un coup de pied. Il a dégainé son énorme épée, encore une fois exagérée, annonçant qu'il ne laissera blesser personne, et il lui a porté une entaille, mec. Apparemment, il a partagé le train abandonné avec les bestioles derrière. Et il a sauté de là pour suivre le groupe. Le haut gars dit que le petit garçon n'est vraiment pas mauvais. Le train détaché continue tranquillement, pendant que le liga dit qu'ils n'ont plus à se soucier des civils maintenant. Le type commente que c'est étrange, d'après ses investigations. Il ne devrait y avoir personne avec un pouvoir officiel ici à part les commandants. Le licamando salaud ferme sa gueule, disant qu'il va le tuer. Quoi? Le gars est resté là, confus, non? Laisse-le faire son petit discours. Il s'excuse, disant qu'il espérait que ce voyage serait incroyable. Et il a essayé de préparer quelque chose de spécial, mais il semble que son plan ait été insuffisant. Ce type a l'air d'un méchant tout droit sorti de Dragon Ball Z, mec. Tout comme notre cher héros a une grande chevelure, le petit protégé dit que c'est un salaud. Pendant que Jacques lui demande de se calmer et de regarder ça. Il devait voir ce que ce type prévoyait de faire avec tous ces cadavres. D'autant plus qu'avancer maintenant sans précaution. Pourrait être la mort de tout le monde. Tout le monde là-bas veut tuer ce type. Mais ils doivent agir avec prudence. Le Douga dit qu'il commence à avoir peur. S'il n'avait pas utilisé sa tête au bon moment, il serait mort. Malheureusement, il va devoir rassembler ses anciens camarades. En quelque chose d'intéressant, c'est justement à ce moment que Jacques avance encore une fois, esquivant un tentacule, en coupant d'autres. Il en enchaîne 2 de plus pendant que Kenneth lui tire dessus de loin. Où il surgit de l'autre côté, inutile comme toujours. Il a le bras et la jambe coincés, mais aussi comme toujours. Il active juste l'arbre, c'est réglé. Douga dit qu'une attaque frontale, comme ça ne va pas marcher. Jacques, cependant, est déjà face à face, disant qu'ils vont devoir découvrir ça. Il lui donne une coupure, mais le type se transforme en amibe et sort par la porte. En fuyant, Jacques essaie de courir après. Mais en arrivant dans la cabine suivante, elle était vide. Il se demande si le type s'est enfui, mais il en est sûr. Il n'a pas pu s'échapper aussi facilement. Il se cache quelque part là-dedans. À l'entrée d'une des cabines, on pouvait voir une traînée de sang. Et il décide que le type était probablement par là. Allez, on y va. Mais il voit le vrai conducteur du train évanoui. Il attrape le gars. Il demande s'il va bien, mais le type ne va pas bien. Sans rien dire, Jacques essaie d'utiliser un soin de sa fée. Mais là, mon Dieu. Le type lui a transpercé le bras et est passé d'une expression de douleur à un sourire macabre, comme un fou à la Joker. Là, Jacques lui donne une gifle, lui cassant le cou. Mais le gars tout tordu continue de rire, disant que c'est drôle comme c'est facile. De tromper un chevalier, surtout quand il est en train de souffrir. Et le gars commence à se contorsionner, devenant un tas de têtes bizarres. Disant que c'est drôle comment les chevaliers de l'ordre ont cette habitude de toujours essayer. De sauver tout le monde. De retour à Douga. Il dit qu'il a appris ça de son grand frère et du gars du sol. Un autre Douga apparaît, maintenant il a ce démon sur son épaule. Jacques dit que c'est un salaud et dit qu'il va le tuer. Mais il reçoit encore un coup de poignard dans la poitrine, et la créature dit que celui-là est vraiment idiot. Il devrait être jeté par la fenêtre, le petit frère Maigrelet, la douce rivière. Jacques est encore un peu perdu, il ne comprend pas ce qui s'est passé, mon Dieu. On explique qu'ils avaient déjà jeté le corps du machiniste. Il y a longtemps, il ne faisait que se déguiser. À ce moment-là, Kennedy entre en courant. Appelle Jacques, voit qu'il est épuisé et fait face au salaud. Ils disent au garçon que c'est la faute de Jacques d'être aussi idiot. C'est vrai, c'est drôle qu'un chevalier officiel meure de façon aussi facile comme ça. Pourtant, le petit sourire des deux disparaît. Quand une lumière violette traverse le bras. Mec, c'est du beurre. Les deux commencent à agoniser. Le protégé apparaît avec toute la puissance activée. Disant que cette fois, c'est le débutant qui va régler le fond. Kenneth essaie d'aider Jacques à se redresser, mais la blessure est trop profonde. Il l'appelle Nièvre. Putain, mec. Le gars a un pouvoir qui s'active sans qu'il en ait conscience. C'est pas mal, hein? Ah, mais elle explique que quand Jacques n'est pas réveillé, son pouvoir met beaucoup plus de temps. Douga commence à reconstruire son bras. Et en même temps, Douga dit qu'il y a des humains vraiment arrogants. Vraiment, avoir 2 chevaliers exécutifs comme adversaires serait intéressant, ils se regardent dans les yeux. Le plafond commence à exploser, et le Dou dit que, malheureusement, ils devront peut-être régler ça dehors. De cette façon, ils pourraient se battre avec tout ce qu'ils ont. Lika dit qu'il va devoir s'occuper de ce type parce que le reste des otages pourrait être en danger. Kenneth dit que ça va, il va garder un œil sur Jacques. Et à ce moment-là, l'Argenté veut savoir ce qu'il cherche, parce que Douga dit qu'il est juste là pour envoyer les incroyables chevaliers vers le voyage de la mort. C'est parce qu'ils ont interdiction d'aller à l'ouest. Lika veut savoir ce qu'il y a dans cet endroit, mais le type répond qu'il n'a pas besoin de savoir. D'autant plus qu'il va mourir ici même. Le train entre dans le tunnel, évidemment, il fait noir. Dans la direction, il sent quelque chose arriver. C'était une chauve-souris bizarre. Il remarqua qu'au moins, elle ne semblait pas forte.
Ils commencèrent à éliminer les mauvais. La quantité était bien plus grande qu'ils ne l'espéraient. Sans compter que, pour une raison quelconque, il avait l'impression que quelqu'un contrôlait tout cela. À ce moment-là, l'un vint par derrière, quand soudain, une massue frappa Kenneth en plein. « Mon Dieu, j'ai cru que tu allais rester là comme un idiot. » En regardant le corps de Jacques, Lika voulut dire quelque chose. Mais son ami dit l'évidence. « Mec, je ne voulais pas non plus réussir à battre ça tout seul. Ils vont devoir travailler ensemble. Sinon, tout le monde va finir par mourir. » Il changea de GA, réapparut une fois de plus, et dit que, malheureusement, c'est là que leur voyage se termine. Il pointa la paume vers le sol. Une vague de monstres sortit du sol en direction du protagoniste. Lui, cependant, restait là. Tout calme, avec un petit sourire aux lèvres, disant que, malheureusement, ça n'allait pas être si facile. Mon Dieu, le protagoniste attrapa Kenneth. Et, d'après son expression, le lança vers le cou. Les deux gars furent surpris, et il fut déchiré en deux. Sur le moment, ils voulurent savoir comment il le savait. Lika répondit que les chevaliers doivent avoir une confiance absolue en leurs camarades. Il était sûr que Kenneth avait menti quand il avait dit qu'il pouvait laisser. Qu'il allait protéger Jacques. Il ajouta même qu'il comptait sur le garçon. Autrement dit, il ne ment pas, notre gars. Le petit protégé était sûr qu'il resterait là pour la protection. Maintenant, il avertit qu'ils sont foutus. Parce que son camarade ne ment pas. Et il avança vers Olga. Lançant sa main au visage et l'envoyant contre le mur, il demanda. Quelle sensation ça fait d'être tué par un chevalier amateur? Olga appelait Tempeste par son nom. Cependant, apparemment, il avait planté son corps contre ce mur. Pendant que le train passait, mon Dieu, il ne restait que les restes. Il était comme une gelée sur le sol, et le protagoniste dit qu'il n'a peut-être pas réussi à protéger Jacques, mais il garantissait que ce salaud ne sortirait pas. Vivant d'ici, le corps commença à se désintégrer. Et le petit protégé annula la transformation. Mais, mon Dieu! À ce moment-là, il remarque plus loin un autre clown bizarre tenant une hache. Immédiatement, il appelle Kenneth et lui dit qu'il y a quelqu'un sur les rails. Il jette un coup d'œil et voit que c'était en fait une fille. Avec ce qui ressemble le plus à un énorme marteau et une carrure impressionnante. Ah oui, c'est le commandant de la 6e division, les gars. Pour ceux qui connaissent, c'était Moscow Mamie. Elle frappe en plein milieu des rails, invoquant une barrière de fumée. En réalité, c'était de la glace. Elle érige une barrière et bloque tout. C'était le reste des chevaliers de sa division qui arrive, et elle entre immédiatement dans la cabine. Elle arrive en force, disant qu'elle va régler ça maintenant. Elle attrape Jacques, lui donne une gifle sur le côté du visage et lui ordonne de transmettre les informations sur ce qui s'est passé. Il commence à se réveiller, ressentant une sensation familière. Et là, il tombe nez à nez avec elle, exigeant des explications. Mec, il appelle grande sœur. Ou votre Altesse, je suis un peu confus là, Il y a eu 2 traductions et les 2 se regardent avec cette histoire de grande sœur, juste à l'extérieur. Ils la voient parler avec Jacques et sont un peu incrédules. Attends, ils appellent ce gros costaud. Ce n'est pas possible que ce soit un homme. Mon Dieu, mais cet auteur ici joue avec le feu. Bonjour, lui maintenant je ne sais pas. Il regarde les 2, disant que, apparemment, ce sont 2 qui ont réglé ces créatures. En plus, apparemment, ce fameux Douga était vraiment un démon de la tempête. Les 2 secouent la tête, comme pour confirmer. Et là, elle ordonne à tout le monde de retourner au quartier général et de rapporter cette annihilation. Ils avaient besoin de renforts d'urgence. En plus, il fallait retrouver le reste du train, non? Qui était avec les civils et on ne sait pas où il atterrit. Là, Brigitte se retourne et dit de venir avec elle. Elle a une idée d'où pourrait se trouver la source de tout ça. Et il était temps de régler ça. Lika demande si ça n'implique pas aussi cette marionnette qu'il a trouvée une fois et si par hasard. Ce gars est assez célèbre pour qu'elle le reconnaisse déjà. Kenneth explique qu'il n'est pas un expert. Ce type est tellement célèbre qu'elle le reconnaît déjà. Kenneth explique qu'il n'est pas un expert. Mais il semble que ce soit la légende d'un mage d'il y a très longtemps. La personne qui aurait été la première à ouvrir un large trou dans les cieux et à lancer l'appel au roi démon. C'est le sorcier démoniaque connu sous le nom de Commandant Tempête. Il est déjà sur le sable avec un bateau ami, avec elle racontant que, selon les informations des histoires, il était très probablement le démon Tempête. Et il doit être là, dans le palais céleste démoniaque, prête. Elle demande si ce n'est pas une histoire de conte de fées, et Kenneth a dit que non, mon gars. Ils existent vraiment, ce Brigitte. Il explique qu'à l'époque où les chevaliers divins ont réussi à arrêter le roi démon, des parties de son corps ont été coupées. Chacune de ces parties est devenue un nouveau monstre. Et ces monstres avaient une intelligence élevée et, évidemment, ces monstres causaient d'innombrables catastrophes, l'un d'eux contrôlait le temps et pouvait faire tomber d'innombrables éclairs en même temps. Un autre possédait des flammes si puissantes qu'elles pouvaient faire fondre des villes. Et un autre causait des inondations sans aucune retenue. De plus,
Celui de la Terre pouvait fendre des continents en deux d'un simple battement d'ailes. Les chevaliers divins de cette époque n'avaient aucune chance de les vaincre. C'est pourquoi des temples ont été construits au pôle pour entourer ces créatures. Le problème est que dans la tour où se trouvent les démons célestes, la quantité de miasme qui se répand est absurde. Un bon exemple est cette terre où il se trouve maintenant, qui était auparavant un sol vert fertile. Mais le démon de l'eau scellée dans la tour aspirait tous les nutriments du sol et l'a transformé en désert. Et elle a appris qu'ils ont pris contact avec un homme qui crée des démons. Il semble que même les gens là-bas dans les quartiers étaient déjà inquiets qu'un des anciens ait été ressuscité, ou que quelqu'un travaillait pour Tempête. Celui-ci, une des créatures, a prononcé son nom. Il vaut mieux supposer qu'il ne mente pas, d'autant plus que Tempête est la personne qui a apporté la première catastrophe. Pour ce monde, le pire scénario possible pour l'humanité serait qu'il recommence le même désastre qu'avant. Lika, en écoutant tout ça, se demande s'ils vont vraiment à la poursuite d'un gars aussi fort, et Brigitte ne fait que dire qu'ils vont bientôt atteindre le temps souterrain qui doit se trouver dans cette région. Soudain, les poissons de sable apparaissent, et ils tombent dans l'obscurité totale. Eh ben, ma fille, la lune rouge arrive déjà. Le flashback du graffiti ici sort de la porte. Tu as l'impression d'avoir déjà vu ça? Moi aussi, j'ai déjà vu. Mec, pour lui c'était nostalgique. Dans sa tête, une voix étrange disait quelque chose de complexe à comprendre, quand soudain quelque chose surgit sous le petit bateau, les projetant tous vers le temple. Le protocole reste coincé au plafond comme un idiot. Quand soudain, un feu d'artifice éclate, et quelqu'un dit qu'il est heureux de les retrouver, disant que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à travers une marionnette. Lika ne comprend rien, voulant savoir de quoi ce gars parle. Et il se souvient immédiatement de ce visage qui lui a parlé, c'est sûrement ce fameux sorcier démon Tempeste. Avant que le gars ne fasse quoi que ce soit, fille, ce genre de jeu, on y va direct avec le marteau pour frapper le gars, mais il semble qu'ils esquivent sans trop s'inquiéter et disent que ces chevaliers divins n'ont vraiment pas changé depuis les temps anciens. Toujours extrêmement barbares et simples. Bridget demande s'il est ce fameux Tempeste et prévient qu'il ne devrait pas être dans cette région du pays. Alors il ferait mieux de se casser maintenant, Tempeste. Cependant, il dit qu'il refuse malheureusement. Il a déjà mené d'innombrables expériences. Et maintenant est venu le moment de réaliser ce qu'il a toujours rêvé. La lune commence à trembler derrière le château. Et soudain, il commence à pleuvoir dans le désert. Tout le monde trouve ça impossible. Tandis que Tempeste dit que oui, c'est exactement ce qu'il pense. Il avait déjà ressuscité un démon. Céleste de l'eau, le seigneur Vebil. Tout le monde est effrayé par les petites gouttes, et moi j'attends que ce fameux dieu apparaisse. Oh là là, mec, c'est une petite Lolita. Avec un nounours dans la main, tu sais déjà que c'est overpower quand ils font un design aussi dément. Et elle est là en train de dire qu'elle était en train de mourir de sommeil, pendant que Lika se demande si c'est un démon céleste à ce moment précis. Tempeste arrive devant, fait les présentations et s'excuse de l'avoir réveillé. Il sait que ça fait des centaines d'années, mais il veut juste leur demander de finir. Les descendants des chevaliers divins qui l'ont scellé se prennent un coup en pleine figure. Tout le monde est un peu confus là, et débile. Lui ordonne d'arrêter de vouloir lui donner des ordres. Elle était bien confortable dans son petit somme. Alors pourquoi il l'a réveillée? Le gars est un peu perdu, pendant que quelqu'un là-haut dit que ce n'était pas ce qu'il attendait, à Brigitte. Par contre, il dit à personne de baisser sa garde. Elle sentait une quantité absurde de miasme démoniaque. Si cette créature avait vraiment été libre, l'humanité aurait été finie une bonne fois pour toutes. Soudain, cependant, le bébé semble remarquer quelque chose et vole vers Lika. Mec, en une seconde. Elle est devant le héros et dit que c'est Asherao. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Lika ne comprend pas, et elle dit qu'elle pensait qu'il était là-bas au nord. Pourquoi est-il dans son territoire? Hey, Lika. Il essaie d'expliquer qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle, parce que le bébé humain, grand frère, arrête d'être aussi distant. Vraiment, cette technique de ressusciter en prenant un corps humain fonctionne bien. Prada est là, de plus en plus effrayée. Apparemment, tout est en train d'être révélé, et c'est là que Tempeste en haut dit que maintenant c'est clair. C'est pour ça qu'il a ressenti cette forte connexion d'un autre monde avec ce garçon. Apparemment, il y a quelque chose de plus dans son corps, ce n'est pas juste un simple contrat. Lika continue de ne pas comprendre, quand soudain, une attaque frappe le pilier là, et il doit se retirer. Pépi dit que c'est une coïncidence. Qu'elle a trouvé son frère ici juste après avoir été forcé de se réveiller. Puisqu'ils sont tout proches, que diriez-vous qu'il joue un peu comme au bon vieux temps? Elle fonce vers lui en plein air, alors qu'il est en train de tomber. Cependant, notre garçon se dirige vers les bras de Brigitte. Au même instant, mec, elle lance une attaque que la pauvre n'a même pas sentie. Le fils a juste fait fondre l'argent. Il demande si elle va bien et, dans sa mémoire, Jacques active sa guérison pour recoller son bras. Fil et lisse invoqué, bras reconstruit. Coup de marteau dans la main et enfoncé définitivement dans le Vébio, mais évidemment ça n'allait pas être si facile. Son marteau s'est simplement désintégré. Et la débile a dit qu'elle ne les avait pas appelés pour jouer, mais pour le pauvre garçon Kenny.
Fifi a attrapé les gros pistolets de Timo, mais les balles ne font rien. Et la débile commence à perdre patience, disant qu'il commence à l'embêter. Soudain, la sœur d'eau commence à s'étendre sur les côtés, formant d'énormes bulles, qui créent des bestioles à grosse tête, ressemblant à des lunes flottantes. De loin, la tempête observe et dit que c'est merveilleux. Le pouvoir d'un démon céleste était quelque chose d'aussi brutal qu'il faisait paraître les chevaliers divins. Comme rien du tout, quelqu'un est en train de se régaler là-bas. Et il dit que le maître semble être dans une très bonne ambiance parce qu'il répond que voir un démon céleste se déplacer librement a toujours été un de ses rêves. Et maintenant, étant face à face, il ne peut contenir ses émotions. Cependant, ce qui le surprend encore plus, c'est que le premier démon céleste a été éveillé à l'intérieur d'un humain. À ce moment-là, il dit que le moment est peut-être venu pour eux de retourner au temps nord, avant que les choses ne se compliquent. Mais soudain, quelque chose brille dans le ciel, mec. Une énorme épée tombe, elle est en colère. Le cadre large arrive, mec. La tempête reconnaît tout de suite qu'un problème arrive. Et Arthur demande, puisqu'ils veulent causer autant de problèmes à ses subordonnés, ils doivent être prêts pour ce qu'elle va faire. Elle est là, dans son ego, la petite main sur la hanche large. Tandis que Peste la regarde avec cet air vraiment bizarre, la fixant. En bas, elle voit Brigitte en train de lutter contre l'arbre de la vie, et au même instant Kéran surgit dans son dos. Et elle lui demande tout de suite s'il tient 3 minutes. Il veut savoir contre qui, et elle répond que ce sera contre le démon Céleste. Après ça, elle allait l'aider à gérer ça. Tempeste observe tout ça, quand elle l'appelle et s'excuse. Car, malheureusement, il est ce fameux invocateur démoniaque dont tout le monde parle. Elle peut pardonner s'il promet maintenant de ne plus causer aucun problème. Mais, évidemment, il rigole et lui fait un clin d'œil, disant que, malheureusement, il ne peut pas faire cette promesse. Le salaud, pourtant, dit ça, et il se barre. Le gars est parti avec une aura Dragon Ball flottante. Arthur, cependant, n'avait pas envie de le laisser s'échapper comme ça. Il active une explosion stellaire à toute vitesse. Pendant que les deux sont dans cette bagarre, Kéran tombe derrière Lika et lui demande s'il comprend ce qui se passe là. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de retenir ce démon céleste pendant 3 minutes. Jusqu'au retour de la commandante, le héros semble effrayé. Et Kéran lui ordonne de se concentrer vite fait, car les créatures arrivaient. Les premiers monstres viennent en direction. Kéran fait juste passer sa lame sur le côté. Tandis que Lika reçoit déjà la coupure dans le dos. En même temps, Jacques active une barrière des fées de récupération continue. Mon Dieu, on est dans un RPG ici, mec. Hilary lance la guérison. Notre gars essaie d'esquiver les têtes d'Urlunaire. Là, pendant que Brigitte déchire au milieu. Mais le problème c'est que l'eau ne causait pas seulement des dégâts. Elle les reconstituait rapidement. C'est quoi ça, d'un tableau à l'autre? Lika s'est déjà transformé. Il a activé son pouvoir pour encercler les monstres de feu. Pourtant, même ainsi, les créatures continuaient d'attaquer, passant à travers ces flammes. Enfin, les petites pilules du teint de Kenneth semblent avoir un effet. Le héros le remercie pour ce qu'il dit. Pour qu'il arrête d'utiliser autant son pouvoir. Bientôt il va s'évanouir à ce rythme. Sans compter que le pouvoir de la flamme était inutile sans utiliser le contrôle de l'eau. Il ne faisait que gaspiller de l'énergie pour rien. Le Silver le remarque, n'est-ce pas? L'absolu évident, tandis que Kéran commence à activer la lance de foudre. Il la plante dans le sol, lui ordonnant de montrer toute la puissance qu'elle possède. Au même moment où l'éclair monte, Brigitte arrive avec le coup de marteau de l'hiver de la mort. Pour tout geler sans hésitation. Elle frappe le sol et, avec ça, le bébé est là-dedans dans l'eau. Volant ennuyé et disant que ses larves sont vraiment en train de casser les pieds. Elle tend la main et dit que ça suffit. Soudain, toute sa mana commence à se rassembler et va vers son corps. Elle devient toute bleutée dans l'eau, tandis que Kéran remarque qu'elle absorbe toute l'aura et semble étendre son pouvoir. Maintenant, le vrai combat allait commencer. Lucas transformé. Mais il se souvient seulement de ce qu'elle a dit à propos du fait qu'ils sont frères. Il ne comprend pas. Il est humain. Il est un chevalier divin. Il est le frère de cette chose. Qui est toute bizarre, lui riant au visage. Il lui ordonne d'arrêter de le regarder. Comme s'ils se connaissaient, quand soudain tout le monde ressent quelque chose d'étrange. Et le protagoniste semble souffrir de quelque chose d'incompréhensible. La main sur la tête, on dirait qu'une voix est dans son esprit. Et il demande ce que cela fait là. Et mec, regarde Sukuna qui appelle. Disant que si le garçon est lui, finir avec la VBU devrait être facile. Kéran dit à tout le monde de se préparer, tandis qu'elle, depuis la lune, descend du château et se dirige vers le pauvre Kéran, Fifi un peu plus faible. Il tire, mais à travers le reflet de l'eau là. Elle remarque, il apparaît de nulle part et lui donne une gifle. C'était plutôt humble. Et, juste une petite claque. Il aurait même pu lui exploser la tête, crois-moi. Mais il avance pour donner ce coup de marteau de lait, encore une fois. Il touche en plein et ne cause absolument rien. La pauvre est surprise. Pendant que le bébé, le soleil tend la main et lui donne un coup de poussée, la projetant en arrière. Jacques appelle la princesse, qui répond qu'elle va bien et lui ordonne de se concentrer. Sur la guérison, le pauvre gars, sérieux. Tu peux rien dire, gamin, il a dit qu'il avait compris. Pendant que le héros est encore en train de flipper comme Chavez. Mec.
essayant de comprendre ce qui se passe et pourquoi sa tête semblait prête à exploser. À tout moment, un pouvoir arrivait, qu'il ne pouvait pas contrôler. À ce moment-là, il boit. Remarque quelque chose et s'approche. Bordel. Il s'est jeté sur lui, lui lance un regard. Elle sourit et pose sa main sur sa poitrine, ouvrant un cratère au milieu du ventre du gamin. Mon Dieu, il arrive en volant. Jacques essaie d'activer la guérison là, mais clairement ça ne suffira pas. La petite frappe dans le dos. Et ça a marché, mec. On parle d'elle, cette guérison de Jacques est complètement chéatée. Elle a reconstitué le cratère dans la poitrine du gamin en 1 seconde. Pourtant, Vivi a humilié le fils, lui lançant un regard condescendant. Et lui a dit qu'il était devenu très faible récemment. À ce moment-là, une voix dans la tête de Lika lui dit que son tour est arrivé. Il ferait mieux d'arrêter de l'ignorer. Et de lui donner tout ce qu'il a. Le héros veut savoir qui est ce fameux « il ». Et ce qui se passe. La voix semble dire que ce n'est pas un démon céleste. Pendant ce temps, Tempête est en fuite, voyant qu'Arthur est juste derrière lui. Il commente qu'elle est vraiment tenace. Pourquoi ne pas abandonner un peu? Elle, cependant, répond qu'il semble vouloir causer beaucoup de problèmes, alors elle va lui rendre l'appareil. Soudain, elle sort son épée et, mec, elle lui tranche les jambes qui se désintègrent. Sur le coup, il dit qu'elle est vraiment méchante. Comment peut-elle couper ses 2 jambes comme ça, sans montrer la moindre émotion? Elle répond que c'est évident, surtout qu'elle sait que s'il s'échappe, il continuera à ressusciter ses démons célestes. Tempête comprend que cette garce veut le tuer, quoi qu'il arrive. Mais ça, il le voit. Et se demande si elle ne s'inquiète pas pour les camarades qu'elle a laissés derrière. Plus elle perdrait de temps ici, plus il y aurait de chances de revenir et de voir tout le monde mort. Il va continuer à fuir aussi vite que possible, tandis qu'elle court désespérément après lui. Abandonner tous les amis, son chemin est facile. Tandis qu'elle souffre de ce choix, Arthur, cependant, répond qu'elle va le tuer et revenir sauver les camarades. Le gars du ciel a créé cette carte UGIO, des épées de lumière révélatrices sur le frère. Et le fil du ciel, le gros chef, apparemment, est tombé. Pourtant, le gars sourit, disant que c'est très triste d'être en morceaux. Être coupé ainsi, tout tranché. Ça prendra un petit moment pour se remettre. Il la félicite d'avoir obtenu ce qu'elle voulait, mais lui souhaite bonne chance pour récupérer les amis. Arthur lui lance un regard, se retourne et repart vers le groupe. Elle était sûre qu'il n'y avait plus de temps et qu'elle devait aider le groupe. Au moment où elle a dit qu'il faudrait 3 minutes pour arriver aux tempêtes. Et jusqu'à présent, au retour, cela a pris un total de 2 minutes 50 secondes. Pourtant, ce qu'elle a vu en revenant, c'était tous les camarades morts par terre. Et un démon céleste demandant